Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que cette première semaine de cours n'est pas trop difficile. Je vais attendre de voir s'il y a des auditeurs qui sont connectés. Voilà, donc pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, il y a une personne. Merci. J'espère que tout fonctionne bien, que le son fonctionne bien. N'hésitez pas à commenter si vous avez le moindre souci. Alors, je vous propose, sans perdre de temps, de toute façon, les retardataires pourront toujours se reconnecter, voir le début hein, en mettant en revenant en arrière, hein, puisque c'est ça que permet Panopto. Donc nous sommes arrêtés donc il y a 15 jours, le 26 février, sur cette diapositive. Alors sachant que je me suis réécouté, j'ai fait une petite erreur, bien sûr, je crois que vous l'avez compris, le principe de la révolution agricole, c'est en réalité d'augmenter les rendements, d'augmenter la productivité du travail agricole, et donc ça augmente la production. C'est ce qu'on voit, l'Angleterre devient un grand exportateur de céréales. Euh, et, euh, et du coup, comme il y a plus de production, eh bien ça fait baisser les prix, ça ne fait pas augmenter les prix. Hein. Donc c'est bien ça qui est dit sur la diapositive. Mais moi j'ai dit l'inverse sans faire. Voilà, ça arrive parfois de se tromper de mots. J'ai dit que les prix avaient augmenté, donc bien sûr ils ont baissé. Alors toute la question de cette révolution agricole, c'est finalement quels effets elle produit sur l'économie. Alors la baisse des prix produit forcément une baisse des revenus des agriculteurs. Hein, et donc c'est ça aussi avec les enclosures qui va pousser un certain nombre d'exploitants agricoles à se retirer de ce marché, de cette activité. Alors soit ils se retirent parce qu'ils n'ont plus accès aux terres communales, hein, aux communs, c'est-à-dire aux terres qui sont détenues et gérées par les villageois et qui sont utiles pour nombreux villageois pour produire, notamment faire paître des troupeaux ou faire un peu d'agriculture. D'autre part, on va avoir donc le phénomène d'enclosure qui est lié à la privatisation de ces terres, mais aussi à l'augmentation d'un certain nombre de terres. Hein. Et puis on va passer, je ne sais pas si je l'ai beaucoup dit la dernière fois, mais on va passer d'une agriculture qui est essentiellement tournée vers la production de céréales à une agriculture qui va intégrer de plus en plus de la production de laine, c'est-à-dire des troupeaux de moutons. Or, les troupeaux de moutons, eh bien, ils ont besoin de moins de main-d'œuvre que les céréales. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur l'emploi dans l'agriculture qui va donc baisser. Alors, baisse des prix, baisse des revenus des agriculteurs, baisse de l'emploi dans l'agriculture. Effectivement, tout ça va premièrement se transformer en perte, en pauvreté, hein, en perte de revenus pour les campagnes, et donc en pauvreté dans les campagnes. Ça va être le grand problème du XVIIIe siècle, la hausse de la pauvreté dans les campagnes. Et bien sûr, cette pauvreté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner, alors ça, souvenez-vous, c'est ce que dit Malthus, une augmentation du nombre de pauvres, et donc des pauvres qui vont devoir se nourrir via l'aide sociale, hein, c'est-à-dire les paroisses qui vont chercher à nourrir hein, tous ces pauvres. Hein, ça, c'est les lois sur les pauvres qui existent depuis le XVIIe siècle, même avant en fait, hein, en Angleterre. Et deuxièmement, eh bien, ceux qui ne veulent pas se résoudre à la pauvreté, eh bien, vont chercher à trouver de l'emploi en ville. Hein, et donc c'est ça que va permettre finalement le développement industriel, c'est de trouver, d'utiliser en quelque sorte la main d'œuvre qui est partie des campagnes et qui donc est venue dans la ville. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'exode rural. Un exode rural, c'est quelque chose c'est les mouvements de population des campagnes vers les villes. Ça commence dès ce moment-là avec la première révolution industrielle, mais ça va se poursuivre en fait tout au long du XIXe siècle. On va avoir des mouvements de population très importants et ça va même se poursuivre au XXe siècle, hein, puisque en France par exemple, la campagne c'est beaucoup dépeuplé hein, au cours du XXe siècle. L'agriculture, c'était encore 40% de l'activité après la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc c'est 40% des actifs. Hein, donc aujourd'hui, c'est à 2%. Hein, donc on a perdu énormément d'emplois dans l'agriculture, en particulier au XXe siècle. Donc ces gens-là, ils vont aller dans l'industrie textile et sidérurgique, c'est-à-dire ils vont produire du fer, de l'acier, industrie sidérurgique, et aussi du textile. Hein, et c'est cette industrie qui, en se développant, va en quelque sorte trouver un emploi pour ces personnes. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, comment est-ce que la révolution industrielle va se mettre en place? Alors, on va voir d'abord l'industrie sidérurgique, et puis ensuite nous verrons l'industrie textile. Alors, tout d'abord, l'industrie sidérurgique va se développer
Parce que la demande en fer va beaucoup augmenter. Et elle va beaucoup augmenter, d'ailleurs, en partie en raison de la révolution agricole, c'est-à-dire de ces nouvelles technologies, ces nouvelles pratiques agricoles qui vont se développer et s'étendre dans toutes les campagnes au Royaume-Uni et en Angleterre. Alors, comment est-ce qu'on explique cela? Eh bien, premièrement, c'est que dans le cadre de la révolution agricole et de l'amélioration des outils, on va passer du bronze au fer pour la plupart des outils agricoles, le fer étant beaucoup plus solide, beaucoup plus performant, hein, donc beaucoup plus dur aussi. Donc il va mieux résister aux travaux agricoles et puis on va pouvoir faire des charrues. Hein, la plupart des charrues vont venir au fer. Donc les outils vont être absolument nécessaires. Le développement des outillages agricoles vont entraîner forcément une consommation de fer en plus. Deuxième élément qui va augmenter la consommation de fer, c'est l'usure des outils. Les outils vont plus s'user, simplement parce qu'on va supprimer la jachère. On va donc augmenter les labours, d'une part parce qu'on va améliorer le système de labour, hein, mais aussi parce que maintenant on va augmenter de 30% les surfaces qu'on va cultiver, hein, puisqu'on va supprimer la jachère qui occupait 30% des surfaces. Donc forcément, les outils vont davantage s'user, et s'ils s'usent, eh bien, il faut les remplacer, et donc il faut produire du fer. Alors, autre élément de la révolution agricole, mais globalement même ça va dépasser ça, puisque ça va être aussi lié au développement de l'armée anglaise. On va avoir de plus en plus de chevaux dans les rues, dans les fermes déjà, puisqu'on va passer du système on va passer de l'attelage des bœufs à un attelage de chevaux, hein, des chevaux de labour, qui sont très puissants, beaucoup plus rapides que les bœufs pour labourer, mais qui nécessitent du coup qu'on les ferre. Et puis dans l'armée anglaise, hein, qui va beaucoup se développer à ce moment-là, toute une partie de l'armée est montée à cheval, et donc là aussi on a besoin de fer. Hein, on considère que la ferrure, hein, donc les besoins en fer à cheval représentent 15% de la consommation de fer à cette époque. Le secteur agricole lui-même, il représente 30 à 50% de la demande de fer. Hein, donc évidemment très important, mais ça ne va pas vous étonner. C'est là où se trouve la grande majorité des actifs, hein, encore au milieu du XVIIIe siècle. Après, ça va s'arrêter. Au XIXe siècle, la part du secteur agricole va devenir minoritaire dans les actifs. Alors, au total, plus de fer, plus de chevaux, donc plus de fer à cheval, plus d'outils dans l'agriculture extrêmement importants, des outils de meilleure qualité, donc plus de consommation de fer. Et au final, d'après Paul Béroc, on va avoir la consommation de fer qui va augmenter de 70% entre 1720 et 1760. Qui dit hausse de la consommation de fer dit nécessairement il faut un approvisionnement en fer. Cet approvisionnement en fer, il peut se faire de deux manières, soit par importation, mais c'est très cher, hein, parce que le fer c'est quand même coûteux à importer, soit par production. Et pour produire du fer, eh bien, il faut, vous souvenez-vous, on a des technologies traditionnelles de production du fer, hein, on fait ce qu'on appelle des bas-fourneaux, donc on fait des espèces de gigantesques fours, on fait le minerai de fer, souvenez-vous, on chauffe ça très très fortement, et puis on arrive à trouver le fer réduit, le minerai réduit, c'est-à-dire qu'on va faire fondre en fait le minerai, et la partie la plus dense, c'est-à-dire le fer, va se retrouver au fond, hein, et on va ensuite retravailler ça. Souvenez-vous, je vous avais montré cette petite vidéo. Le souci, c'est que cette méthode de fabrication, eh bien, elle ne parvient pas à répondre à la demande. On ne parvient pas à produire suffisamment de fer. Alors, bien qu'on ait du minerai de fer en quantité, on ne parvient pas à produire suffisamment de fourneaux, de bas fourneaux, pour réduire le minerai de fer et en produire en quantité suffisante par rapport à la hausse de la demande. Et donc là, on va se retrouver devant une contrainte technique. Alors, quelle est cette contrainte technique? Eh bien, c'est le bois. Pour produire du fer, souvenez-vous, hein, je vous ai montré le fonctionnement du bas-fourneau japonais traditionnel, mais c'était un peu les mêmes types de systèmes en Europe. Eh bien, il faut du bois. Il faut faire chauffer pendant très longtemps avec du bois le four, hein, le fourneau, jusqu'à ce qu'il arrive à une température suffisante pour faire fondre le fer. Or, le bois, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, c'est le matériel qui sert à tout. Il sert à construire et il sert aussi à se chauffer. Hein, on est en Angleterre, il fait froid l'hiver. Et il sert aussi donc dans l'industrie sidérurgique.
Alors le problème, c'est que comme il n'y a pas assez de forêt, il n'y a pas assez de bois, on n'arrive pas à produire. Le coût du bois est tellement cher que ça devient non rentable et non pratique en fait de réduire du minerai de fer comme cela. Alors en fait, il existe depuis très longtemps, depuis le Moyen Âge, un substitut calorique au bois, c'est le charbon de terre. Alors en passant d'ailleurs, on n'utilise pas forcément du bois pur, on utilise souvent du charbon de bois qui permet voilà, d'avoir de facilité, on va dire. Je crois que dans ce qu'on a vu, la vidéo qu'on a vue du bas fourneau au Japon, on utilisait directement du bois. Mais très souvent, c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est beaucoup plus dense d'un point de vue calorique d'utiliser du charbon de bois. Alors, le charbon de bois, c'est du bois qui n'a pas été brûlé, qui a été étouffé. Bon, l'avantage, c'est qu'il est facile à utiliser. Le problème, c'est que ce charbon de bois, il a besoin de bois. Et donc, comme on n'a pas assez, comme c'est très cher, on va utiliser un autre charbon, le charbon dit de terre. Alors, le charbon de terre, c'est le charbon qu'on va trouver dans les mines. On va creuser le sol. Et là aussi, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est très riche en charbon. Elle est riche en minerai de fer, riche en charbon, ici donc de terre. Le problème, c'est que on ne peut pas produire du fer à partir de charbon de terre. Parce que si on fait brûler du charbon classique, donc du charbon de terre, dans un bas fourneau, dans un système traditionnel, on va produire une telle quantité de carbone que ça va dénaturer le fer qu'on va produire. En gros, le fer va se mélanger avec le carbone et il va être totalement inutilisable, en fait. Donc le souci, c'est qu'on a besoin de bois parce que le bois est suffisamment pur, beaucoup plus pur que le charbon de terre, et permet d'éviter de produire trop de carbone, de mettre trop de carbone dans le fer et de le rendre du coup inutilisable. Alors vous voyez sur le tableau que je vous montre ici, on a alors c'est Paul Béroc, dont alors je l'ai pris avec moi le livre, le tome 1 de Victoires et déboires, parce que je vais vous citer tout à l'heure une citation. C'est lui qui c'est un grand historien de l'économie, et donc il a essayé de reconstruire à partir des données d'archives la production, la consommation et l'importation de fer en Angleterre au XVIIIe siècle. Et vous voyez, voilà comment ça se présente. En 1720, donc 1720, on est avant la révolution industrielle. Voilà, la révolution agricole a commencé, mais on n'a pas vraiment de révolution industrielle. La production de fer, c'est 22 milliers de tonnes par an. L'importation, 16 000 tonnes. Et la consommation, donc c'est addition des deux, c'est 38 000 tonnes. L'importation nette, bien sûr. En 1760, vous voyez, on augmente beaucoup la consommation. Là, la révolution agricole est largement lancée. Et donc, on a besoin de plus de fer. Le problème, c'est que la production, elle n'a quasiment pas augmenté. On passe de 22 000 tonnes à 25 000 tonnes. Ce qui augmente, c'est les importations. Et évidemment, ça veut dire que le fer est très coûteux. Et vous voyez, à partir de 1825, tout change. Il y a quasiment plus d'importations. Il y a beaucoup moins d'importations. Il y a beaucoup plus d'exportations. Ici, 25 000 tonnes d'exportation nettes. Et une consommation qui a été multipliée quasiment par 10 depuis le milieu des années du XVIIIe siècle, et une production qui, elle, donc, du coup, a beaucoup augmenté. Et puis, elle va exploser en 1850 avec 2250 000 tonnes de fer produites. Et puis, vous voyez, les exportations qui, elles aussi, explosent. L'Angleterre, en 1850, exporte son fer dans le monde entier, avec une consommation, elle aussi, qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Alors, toute la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé après 1760, entre 1760 et 1825, pour débloquer la production de fer, pour faire qu'on parvienne à produire du fer, malgré le fait que la ressource, on a deux matières premières nécessaires pour produire du fer, je l'ai déjà dit, le minerai de fer, mais ça on en trouve partout, et puis le bois, qu'on transforme en charbon de bois et qu'on utilise pour chauffer le fer. Évidemment, vous avez compris que le problème va être le bois, et donc on ne va pas planter des hectares de forêt pour produire tout ce fer. Il va falloir qu'on change de technologie et qu'on parvienne à trouver une manière de réduire le minerai de fer sans utiliser de bois. Et vous avez compris, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le charbon de terre. Mais du coup, on va l'utiliser autrement. Parce que si on utilise avec les méthodes traditionnelles le charbon de terre, eh bien on a quelque chose qui est inutilisable, qui est cassant, qui en fait qui ne peut pas fonctionner comme fer en fait. En passant,
Le fer, l'acier, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil. L'acier, ça contient 98% de fer. Hein, donc l'acier, voilà, c'est du fer avec un peu de carbone. J'y reviens tout à l'heure. Alors, ce qui va changer les choses, c'est l'invention, alors voilà, la découverte plus précisément du coq, parce que je dis pas invention, parce que les Anglais n'ont pas vraiment inventé le coq. Le coq, il a été inventé par les Chinois en réalité au Moyen Âge, donc il y a très longtemps. Alors qu'est-ce que c'est que le coq? Eh bien, c'est une distillation du charbon. Alors, on va chauffer le charbon, hein, on va le purifier, on va enlever un certain nombre d'éléments du charbon voilà, qui le rendent moins pur. Et dans ce cas-là, quand on va chercher à produire du fer avec ce charbon, donc ce coq, hein, ce charbon distillé, ce charbon épuré, eh bien, on commencera à produire quelque chose d'assez intéressant qui est la fonte. Alors la fonte, c'est un minerai de fer fondu, hein, donc c'est ce qui reste, voilà, c'est le même principe hein, qu'avant. On réduit le minerai de fer, on garde ce qui est le plus dense, qui tombe en bas, voilà. Et ça, c'est la fonte. Le truc, c'est que cette fonte, elle a une teneur en carbone qui est supérieure à 2%, du genre 2-3%. Quand on a une teneur en carbone à ce niveau-là, eh bien, on a un matériel qui est suffisamment utilisable pour faire des choses. Hein. La fonte, c'est utilisable, on peut faire des casseroles en fonte, des radiateurs en fonte, des trucs très bien. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est des outils très solides, des épées, des armes, des choses comme ça, parce que c'est un matériau qui est un peu trop cassant. Mais déjà, avec la fonte, on a un premier substitut hein, du fer pur, hein, quelque chose qui peut être utilisé, exploité dans l'industrie, en partie. Pas pour faire des charrues, on n'aura pas de charrues en fonte, mais pour faire d'autres éléments. Donc vous voyez, on va utiliser le minerai de fer qu'on a en abondance pour produire des choses, hein, et puis du coup, on va réserver le bois pour produire du fer qui va être utilisé pour les outils. Alors, donc l'industrie de la fonte va commencer à se développer, hein, parce que voilà, donc ça va permettre d'utiliser donc le coq pour réduire le minerai de fer. Mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes, puisqu'il faudra toujours du charbon de bois pour produire des outils. Et alors là, c'est là qu'on va inventer en fait le haut fourneau moderne via Henry Cort, hein, qui en 1784 en fait trouve un moyen de purifier la fonte pour en faire de l'acier. Alors de l'acier, c'est la fonte avec un peu moins de carbone. Hein, donc on va réchauffer la fonte. C'est ce qu'on appelle il y a deux manières de fondre en fait. Bon, j'ai vu ça plein de fois, puis j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vous invite à regarder sur internet, c'est très intéressant comment une entreprise sidérurgique fonctionne aujourd'hui, hein, comment on crée aujourd'hui de l'acier. Hein, on prend du minerai de fer, mais on va le fondre deux fois. Hein, donc c'est les systèmes de double fonte. Donc c'est le système d'Henry Cort en réalité. Hein, alors après il va être amélioré. Surtout ce qui va se passer après ça, c'est qu'on va avoir des hauts fourneaux de plus en plus imposants, de plus en plus grands pour produire massivement ensuite de l'acier. Et donc en 84, eh bien en fait ce qu'on trouve donc c'est un système de refondre la fonte, la purifier, d'enlever en partie son surcroît de carbone. Et là on arrive à de l'acier, et là on a un haut fourneau moderne, on a quelque chose d'utile qu'on pourra pouvoir utiliser dans les outils. Alors voilà, donc la sidérurgie, vous voyez, l'industrie sidérurgique, elle va se transformer considérablement via l'innovation hein, technologique, et notamment cette invention, enfin cette utilisation du coq premièrement, qui va permettre d'utiliser la fonte, et puis deuxièmement, le retravail de la fonte en aval qui va permettre de faire de l'acier, et là de produire massivement de l'acier avec tout le minerai de fer que l'Angleterre possède. Et puis aussi tout le charbon, parce que l'Angleterre possède aussi beaucoup de charbon. Deuxième secteur d'activité, secteur industriel, le textile. Alors le textile va se développer pour répondre à des besoins qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du fer. En fait, on voit bien qu'on a besoin d'acier et de fer parce qu'en face, on a une demande techniquement nécessaire pour développer l'agriculture, hein, pour développer la ferrure, etc. Pour le textile, on va dire que c'est un peu moins nécessaire parce que c'est pas des biens industriels qu'on produit, ce sont des biens de consommation, hein, les vêtements. Alors l'intérêt de ces biens de consommation, c'est que la demande, en fait, elle est quasiment infinie. C'est que les vêtements, finalement, on a toujours besoin, on peut toujours en avoir davantage. Et donc le potentiel
de débouchés du textile est très important. L'autre élément très important du textile, c'est que les débouchés peuvent être internationaux. D'ailleurs, le grand commerce, le commerce international au Moyen-Âge et jusqu'à cette époque, puis jusqu'à aujourd'hui en fait, il est très orienté textile. Hein, donc on a du textile, plus on en produit, plus on va pouvoir le vendre, et j'ai envie de dire sans quasiment aucune limite. Alors par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ce qui va aussi beaucoup développer le développement de la sidérurgie, mais ça va être au 19e siècle, c'est bien sûr les chemins de fer. Hein, c'est-à-dire que l'essentiel de la consommation de fer, très vite, va devenir les chemins de fer, les machines, hein, les locomotives. Voilà, on va complètement transformer l'usage du fer. Hein, au Moyen-Âge, c'était pour les outils, pour les armes, hein, pour les ferrures de chevaux. Puis très vite, ça va devenir pour les infrastructures. Hein, donc là, évidemment, il va falloir beaucoup, beaucoup plus de fer. Le fer, aujourd'hui, il est absolument indispensable encore pour les bâtiments. Hein, toutes les poutres qu'on voit dans les grands bâtiments, elles sont faits en fer. Hein, l'un des premiers secteurs de consommation de fer aujourd'hui, c'est le bâtiment. Donc l'usage du fer va se transformer. Il va se transformer dans un second temps. Au XVIIIe siècle, on n'a pas besoin de tellement de fer. Donc on va produire du fer, hein, pour les besoins de l'agriculture, pour les besoins de la ferrure des chevaux, mais au-delà, on ne va pas forcément avoir besoin de beaucoup plus de fer. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la nature, l'usage du fer va totalement se transformer. Bon, le textile, c'est différent. Le textile, on a des débouchés énormes à l'international et dans sa population. Alors, comment ce secteur de textile va-t-il se développer? En fait, ce qui va être intéressant dans le textile, c'est que c'est là que va se retrouver l'essentiel de la main-d'œuvre, exclue des campagnes. Néanmoins, l'industrie textile va nécessiter là aussi une mécanisation, et c'est ça qui va permettre l'URN de se développer, et c'est là qu'on va voir vraiment la révolution industrielle prendre toute sa mesure. La révolution industrielle a besoin d'un secteur moteur, d'un secteur qui va entraîner les autres, qui va transformer profondément l'ensemble du système productif. Et pour cela, eh bien, il faut mécaniser, hein, la production de textile. Or, la production de textile, elle nécessite 3 étapes. Alors, ce n'est pas marqué sur un diapo, mais je vous invite à le noter sur votre feuille si vous êtes en train de noter ce que je vous recommande, ou sur ordinateur si vous êtes sur votre ordinateur. Alors, premier élément, il faut faire le fil, ce qu'on appelle l'opération de filage ou de filature. La filature, c'est la production de fil à partir d'une fibre. Alors là aussi, tout fil de textile, il est produit à partir d'une fibre naturelle très souvent, ou artificielle, hein, mais pas à cette époque. Aujourd'hui, on a effectivement des fibres qui sont produites du plastique en fait, hein, c'est des fibres synthétiques. À l'époque, les seules fibres qu'on a, c'est les fibres naturelles. Alors il y a 2 sortes de fibres, les fibres d'origine animale et des fibres d'origine végétale. Les fibres d'origine animale, ben, c'est la laine, hein, c'est la soie. Les fibres d'origine végétale, c'est le lin, c'est le coton, le chanvre. Hein, il y a plein de fibres qu'on peut trouver dans la nature. Puis on va sélectionner là aussi les plantes en fonction de leur capacité à faire des fibres qu'on va ensuite. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces fibres? On va les tisser ensemble. Enfin les tisser, c'est pas le bon mot puisque le tissage c'est encore autre chose, mais on va les mettre ensemble, hein, pour produire du fil. Alors la production de fil, la filature, traditionnellement elle se fait avec un petit appareil qui s'appelle un rouet. C'est une roue, hein, on va la faire tourner avec une pédale, on va prendre d'un côté les fibres, hein, naturelles, et puis on va les transformer en fil en utilisant la roue qui tourne. Alors, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas trop comment ça marche. Hein, j'ai déjà vu ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un utiliser un rouet, mais c'est encore, on en trouve parfois dans des musées, et puis parfois on a des gens qui vous expliquent comment ça fonctionne. Ensuite, la deuxième étape de la production d'un vêtement ou d'un objet textile, c'est le tissage. Alors le tissage, c'est la production de tissu. C'est après la filature, après le filage, on peut dire, enfin la filature, on a donc la production de tissu. Donc là, on va croiser les fils en fait pour produire un tissu. Alors ce tissage, il se fait là aussi sur des métiers à tisser traditionnellement, et là aussi, on va pouvoir industrialiser, mécaniser cette partie-là du travail.
Et puis la dernière étape de production d'un bien textile, c'est la confection. Donc la confection, on va prendre les tissus, on va les coudre, on va les couper, les coudre, et là on va faire là aussi un vêtement, hein, une production d'objets textiles. Alors sur ces trois étapes, quand on prend avant la mécanisation, donc avant la mécanisation, rien n'était mécanisé, hein, on faisait tout ça à la main, à la fois le filage, le tissage et la confection du vêtement. Ce qui est le plus important en termes de main-d'œuvre, ce qui est le plus long dans le vêtement, c'est la filature. Produire le fil, c'est ce qui est c'est pas ce qui est le plus compliqué, en fait c'est très très simple, mais ça demande du temps. Et on produit quelque chose qui n'a pas tellement de valeur, le fil. Hein, donc l'essentiel de la main-d'œuvre, elle est, elle est utilisée dans la production de fil. Ça veut dire que ça ne sert à rien de mécaniser le tissage, par exemple, si on n'a pas déjà mécanisé la filature. Pareil pour la confection. Donc, le point, on va dire, le goulot d'étranglement du secteur, hein, c'est comment produire massivement du fil. Et c'est ça qui va être l'enjeu des innovations du XVIIIe siècle pour industrialiser le secteur textile. Alors, si on reprend globalement, on peut dire que le tissage, la filature se mécanise à la fin du XVIIIe siècle dans l'histoire. Ensuite, on va mécaniser le tissage, qui va se mécaniser dans la première moitié du XIXe siècle. Et puis la confection, hein, les machines à coudre, voilà, tout ça. Et ça va se faire plutôt au début du XXe siècle. Donc, vous voyez, ça va prendre longtemps. Hein. La mécanisation entière de la filière textile va prendre 150 ans. Hein. Et puis ça, on avait encore des ouvriers qui travaillaient dans le textile avec des machines à coudre, voilà, personnelles. Maintenant, tout ça dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a inventé la découpe au laser, on a inventé tout un ensemble de mécanisation qui ont fait que maintenant le textile, c'est devenu quasiment une industrie avec beaucoup moins de main-d'œuvre. Hein, mais ça a été très longtemps une industrie à très forte main-d'œuvre, y compris d'ailleurs au XXe siècle. Alors je ferme la parenthèse pour que vous compreniez de ce dont on parle. Donc, la première étape de la mécanisation, de l'industrialisation du secteur textile, c'est donc être capable de trouver une machine qui va mécaniser la production de fil. Alors celui qui va inventer ça, pour moi c'est sans doute l'innovation la plus importante de la révolution industrielle, avec la machine à vapeur. Mais vous allez voir que la machine à vapeur, on pourrait même la mettre en second. Pourquoi ? Parce que Paul Oakridge, qui va inventer la première usine de filature mécanique, il n'utilise pas la machine à vapeur. Il utilise à l'époque, même si la machine à vapeur existait en 1769, mais elle était utilisée comme une pompe pour pomper l'eau des mines, et pas vraiment comme une source d'énergie mécanique. Ce n'est qu'après qu'on utilisera la machine à vapeur dans tout. Et à ce moment-là, la source privilégiée par les gens d'industrie de production d'énergie mécanique, c'est l'énergie hydraulique. On a partout des moulins à eau, des systèmes compliqués qui utilisent l'énergie hydraulique pour produire de la force mécanique. Et donc, normalement, spontanément, Paul Oakridge, quand il réfléchit à la mécanisation du filage, eh bien, il va le faire à partir d'une roue qui va tourner sur une rivière, alors avec des systèmes de conduite, et il va ainsi inventer la machine à filer. Alors, tout le problème est que va-t-on filer ? Alors, au début, les fibres traditionnelles qui sont utilisées en Angleterre, c'est surtout la laine, et puis le lin, qui est une fibre naturelle également. Le problème, c'est que le lin et la laine sont trop fragiles, les fibres sont trop fragiles pour être mécanisées dans la machine d'Oakridge. Donc très vite, il va chercher une fibre qui va s'adapter à la mécanisation, et il va découvrir que le coton s'adapte très bien à la mécanisation. Et donc, très rapidement, toute l'industrie textile anglaise va basculer des fibres traditionnelles que sont la laine et le lin vers des fibres étrangères, qui est le coton. Pourquoi étrangère ? Parce que, bien sûr, le coton ne pousse pas en Angleterre, il pousse dans les régions tropicales. Alors, ça va extrêmement vite se développer. J'ai dit tout à l'heure, la demande de textile est quasiment infinie. Donc, si on arrive à
mécaniser l'étape la plus difficile, en tout cas la plus chère en termes de manœuvre, qui est le filage, alors on va pouvoir produire beaucoup plus de vêtements pour un coût beaucoup plus faible. Et donc très vite, tous les systèmes de filage traditionnels disparaissent. Hein, le prix du fil en fait s'effondre. Donc ce n'est plus du tout rentable d'utiliser un rouet, une personne pour le faire, sauf si c'est pour faire ses propres vêtements, si c'est comme ça par folklore. Mais très vite, on trouvera des vêtements qui seront presque moins chers que le fil qu'on produit chez soi, quoi, ou qu'on paye pour produire avec des méthodes traditionnelles. Donc ça veut dire que toute l'industrie textile va très rapidement basculer vers la mécanisation. On considère qu'en 1800, la filature anglaise est totalement mécanisée. Il n'y a plus de filature réellement traditionnelle, encore une fois, sauf dans l'artisanat pour soi, hein, mais pas en tant que système intégré de production de textile. Alors ensuite, on va avoir donc la mécanisation des métiers à tisser. Donc ça va être un Français, Joseph-Marie Jacquard, en 1801, qui va inventer le tissage mécanique et qui va s'imposer, mais beaucoup plus lentement cette fois-ci, parce que, comme j'ai dit, c'est pas le cœur du problème, c'est pas l'essentiel des coûts, le tissage. Donc voilà, donc ça va prendre un peu plus de temps pour s'imposer. Et en fait, tout ça va entraîner un développement considérable de cette industrie, hein, qui va très vite devenir très exportatrice. Hein, elle va exporter ses tissus en coton, du coup, partout dans le monde, et donc ça va faire baisser, bien sûr, le coût du textile, là aussi, partout dans le monde. On considère qu'en 1840, le textile anglais représente 60% des actifs de l'industrie manufacturière. Donc, de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire que ce n'est pas 60% des actifs, mais dans l'industrie, hein, dans la population industrielle qui travaille dans l'industrie, qui représente à l'époque sans doute 20-25% de la population active, eh bien 60%, donc la majorité, travaille dans l'industrie manufacturière du textile, et donc essentiellement d'ailleurs dans la filature, et l'industrie du coton représente la moitié du secteur textile en 1840. Donc vous voyez, le coton a pris une place prépondérante dans l'industrie textile. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de montrer sous forme d'un schéma les interactions qui ont eu lieu dans le cadre de la révolution industrielle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution industrielle, c'est une transformation globale de l'ensemble du système productif des pays qui rentrent dans la révolution industrielle. Qui dit global dit des interactions. Il n'y a pas un secteur industriel qui se développe et puis le reste qui arrête de se développer. Le secteur industriel ne peut se développer qu'avec le changement, les transformations des autres secteurs. Alors du coup, je vous présente, voilà, ici, il y a 4 secteurs, mais je n'ai pas mis les 4. On va regarder chacun des secteurs individuellement, les uns après les autres. Donc, premièrement, on regarde ce qui se passe dans le secteur agricole. Le secteur agricole, j'ai mis en vert, vous voyez, c'est amusant. Et donc, le secteur agricole, il va se transformer avec la révolution agricole qu'on a vue il y a 2 semaines. Cette transformation agricole, elle va venir comment ? Elle va venir, premièrement, par l'importation en Angleterre des techniques hollandaises agricoles. Donc, ça veut dire que là, déjà, première interaction, les Hollandais vont, par l'intermédiaire de l'affinité culturelle, du fait que les Anglais ont été en guerre, et donc certains ont immigré en Angleterre, eh bien ils ont apporté des innovations agricoles qui a été à la base des transformations du secteur agricole. Donc ça, c'est la première interaction. Alors, deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces transformations de l'agriculture anglaise ont entraîné l'augmentation de la productivité. Ça a aussi entraîné l'augmentation des rendements. Mais ça, on ne va pas forcément ici en discuter parce que ça a un élément, voilà, c'est un élément un peu subsidiaire. Cette augmentation de la productivité du secteur agricole, il a été rendu possible par une consommation accrue de fer. Ce que j'ai dit tout à l'heure. On a besoin dans l'agriculture de meilleurs outils, on a besoin de plus de chevaux pour tirer les charrues, et donc on a besoin de plus de fer. Et donc ce fer, il viendra lui aussi jusqu'en 1760 du reste du monde, parce qu'on n'arrivera pas à produire en Angleterre suffisamment de fer pour les besoins de l'agriculture.
Bon, ça c'est, on va dire, la révolution agricole et son interaction avec le reste du monde. On va voir se développer, un deuxième élément, le secteur sidérurgique. Donc secteur sidérurgique, c'est production de fer, d'acier. Ce secteur sidérurgique, eh bien, il va se développer au cours du XVIIIe siècle, d'abord par l'usage du coke, qui va créer de la fonte, puis par la production du fer entièrement avec le charbon à partir de 1784. Et du coup, il va se substituer aux importations de fer pour répondre aux besoins du secteur agricole et donc permettre à la révolution agricole de se poursuivre. Alors, tout ça va entraîner un autre phénomène, qui est que l'augmentation de la productivité, je ne l'ai pas écrit ici, mais vous pouvez le mettre en côté si vous voulez, cette augmentation de la productivité de l'agriculture va entraîner une baisse des prix des produits agricoles et une expulsion, une fuite, on va dire, de la main-d'œuvre, je peux faire fuite, qui va d'ailleurs être d'autant plus partir du secteur agricole qu'on va voir se développer les enclosures, donc à la fois la privatisation des terrains communaux, puis aussi la transformation de champs de céréales en pâturage, qui demande moins de main-d'œuvre. Donc on va se retrouver avec toute une partie de la main-d'œuvre agricole qui va perdre son emploi et donc qui va sombrer dans la pauvreté ou choisir d'aller en ville. Où va-t-elle aller, cette main-d'œuvre? Eh bien, elle va aller essentiellement dans le secteur textile. C'est ce secteur qui va absorber la main-d'œuvre qui va être expulsée des campagnes et qui va à la fois absorber donc les ouvriers, c'est-à-dire les gens qui vont avoir perdu leur emploi, qui vont chercher un autre emploi en ville, donc qui vont se faire recruter par des manufacturiers. Et puis aussi, une partie du secteur textile va se développer, on va le voir tout à l'heure, par l'arrivée de nouveaux entrepreneurs qui viendront de l'agriculture. Puisque chez les agriculteurs, il y a aussi des gens riches. Souvenez-vous, on parlait des yeomen, donc des agriculteurs exploitants qui exploitent leurs propres terres, qui sont propriétaires fonciers, mais qui ont une exploitation qui est trop petite, qui ne leur donne pas assez d'argent. Et donc certains vont vendre leurs terres, et puis ils vont, parce que ça ne paye plus, voilà, l'agriculture, les prix sont trop faibles, ils vont revendre leurs terres, et avec le capital qu'ils ont amassé, ils vont aller produire eux-mêmes de l'industrie textile. Donc ils vont devenir les futurs patrons industriels de ce secteur. Alors, ce qui va permettre aussi le développement de l'industrie textile, bien sûr, c'est le secteur sidérurgique qui va lui aussi permettre, via la baisse du prix du fer, à mécaniser plus facilement tout. On va commencer à avoir des machines qui vont être fabriquées par l'intermédiaire du secteur sidérurgique qui va développer donc les matières premières pour produire ces machines. Voilà, là aussi, la machine à vapeur qui va très vite prendre le relais de la machine hydraulique. C'est-à-dire que, je vous ai dit, la première industrie textile la première filature mécanique va fonctionner à l'énergie hydraulique, mais très très vite, on va se passer à la machine à vapeur. Donc là aussi, il faut acheter des machines à vapeur, pour ça, il faut les construire, et pour les construire, il faut de l'acier. Ce secteur textile va cependant nécessiter, pour se développer, à la fois d'exporter le textile et d'importer du coton. Alors ce coton, il va venir d'où? Il va venir d'abord des États-Unis, qui produisent du coton dans le sud des États-Unis, mais après il va y avoir l'indépendance en 1776, puis la guerre entre le Royaume-Uni au début du XIXe siècle et les États-Unis, qui va faire que très vite les Anglais vont commencer à s'approvisionner en coton, non plus aux États-Unis, en Amérique, mais en Inde. L'Inde qui est colonisée à partir du milieu du XVIIIe siècle. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va faire un chapitre consacré à la colonisation. Et ça aussi, c'est absolument nécessaire pour l'industrie textile. Si on n'a pas de coton, eh bien, on n'a pas de mécanisation de l'industrie textile. Vous voyez, on est passé à deux doigts de ne pas avoir de révolution industrielle, en fait. Si les Anglais avaient inventé une machine à filer, un inventeur a inventé une machine à filer, mais qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'avec la laine et le lin, ça ne fonctionne pas, l'industrie textile n'aurait pas pu se développer. Donc là aussi, il a fallu quand même que les Anglais ils aient des colonies et qu'ils sachent produire eux-mêmes du coton avec les colonies aux États-Unis, puis très vite avec les colonies indiennes. C'est aussi via la mécanisation du filage, puis du tissage, qu'on va avoir une demande de machines
qui va là aussi permettre le développement de l'industrie textile et là aussi développer encore la demande de fer. Vous voyez, donc on a ici ce schéma-là qui présente, vous voyez, toutes les interactions entre les différents secteurs, et vous voyez que c'est ça en fait la révolution industrielle, et c'est la raison pour laquelle finalement c'est une mécanique assez fragile. Parce que si vous n'avez pas le reste du monde, par exemple, vous n'avez pas de révolution industrielle. Même si vous avez une transformation de l'agriculture, vous n'allez pas forcément avoir une révolution industrielle, puisque pour qu'il y ait transformation de l'agriculture, il faut aussi, pour qu'il y ait révolution industrielle, il faut aussi non seulement qu'il y ait de la main-d'œuvre qui arrive, mais il faut aussi être capable d'industrialiser le processus de production. Et tout le problème, il est que finalement ces différents éléments, pareil, si vous n'avez pas de révolution dans le secteur sidérurgique, technologique, si vous n'arrivez pas à inventer un système pour utiliser le charbon de bois au lieu du charbon de terre, au lieu du charbon de bois pour réduire le minerai de fer, et bien là aussi vous n'arrivez pas à mécaniser le secteur textile. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'événements qui vont se produire au XVIIIe siècle, une conjonction d'événements qui va permettre vraiment à transformer le système économique en profondeur. Et ça aussi, ça permet de répondre à la question que vous avez posée il y a 2 semaines, souvenez-vous. Pourquoi est-ce que c'est en Europe et en Angleterre qu'on voit apparaître la révolution industrielle ? Pour toutes les raisons que j'ai dit, il faut un certain nombre d'autonomies, il faut qu'il y ait un esprit du capitalisme, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'idée d'investir, de produire de la richesse, etc. Mais il faut plus que cela. Il faut aussi que les circonstances technologiques puissent permettre de développer la mécanisation. Et ça veut dire du coton, ça veut dire une industrie sidérurgique qui se développe, ça veut dire aussi, c'est très important, de la main-d'œuvre. Si on n'a pas de révolution agricole, et si on n'a pas de main-d'œuvre ouvrière pour mettre dans les usines, on ne va pas pouvoir développer le secteur textile. Et la main-d'œuvre, elle est aussi l'élément absolument fondamental. Si vous n'avez pas une transformation de l'agriculture qui permet de libérer la main-d'œuvre, vous n'avez pas de développement industriel. Vous voyez, donc, il y a plein de choses qui expliquent que la révolution industrielle n'apparaît pas comme ça spontanément, facilement en tout cas, dans toutes les sociétés. Souvenez-vous, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, la Chine est sans doute plus en avance que l'Europe et que le Royaume-Uni en termes de technologie. Mais ce n'est pas uniquement la technologie en fait qui détermine la révolution industrielle. C'est tout un ensemble de choses. Ici, l'accès à une ressource, le coton, l'accès à la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, elle est là parce qu'en fait, on a une crise sociale extrêmement forte dans l'agriculture dans cette période-là. Donc là aussi, c'est un mal pour un bien finalement, mais c'est quand même un mal au départ. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir un développement considérable de la pauvreté dans les campagnes pour qu'on ait trouvé de la main-d'œuvre pour travailler dans l'usine. Pensez, on va voir tout ça tout à l'heure, mais l'usine, c'est pas hyper joyeux. Personne n'a vraiment envie de travailler en usine à l'époque. Donc, si vous voulez trouver des gens assez désespérés pour travailler en usine, il faut qu'ils soient désespérés, quoi. Et ça, j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, c'était pas possible. Personne n'aurait pu avoir une usine au Moyen-Âge parce que personne n'aurait pu forcer les gens à travailler dans cette usine. Oui. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui apparaissent. Pareil, sans colonisation des États-Unis, pas de coton, pas de production de coton. Donc pas de coton. Donc finalement, si on n'a pas de coton, parce que l'Inde traditionnelle ne vend pas du coton, ils vendent des tissus en coton, ils ne vendent pas du coton. Pour qu'ils vendent du coton brut, il faut les coloniser. Donc là aussi, colonisation de l'Inde permet l'approvisionnement en coton de l'Angleterre. Voilà, on aura l'occasion aussi de parler de la colonisation de l'Inde dans un prochain chapitre. Alors, comment cette révolution industrielle, donc là on a vu les mécanismes, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la manière dont on met en œuvre des interactions entre différents secteurs, comment est-ce que finalement on arrive à faire émerger le secteur textile, parce que c'est ça, la révolution industrielle, c'est l'émergence du secteur textile avec toutes les conditions pour qu'il émerge. Mais ensuite, il faut essayer de comprendre comment cette dynamique, une fois qu'elle est enclenchée, va se développer. Parce que là aussi, il va y avoir un phénomène de boule de neige, en quelque sorte. On va avoir le développement de l'industrie textile dans certains endroits, et puis très vite, ça va exploser, ça va irradier dans tout le Royaume-Uni, et puis ensuite dans toute l'Europe, et puis après dans tout le monde. Donc il y a un processus très particulier de la révolution industrielle, qui est ce processus d'accumulation et d'expansion de ce mode de production industrielle. Et ce système-là va pouvoir s'étendre pour de nombreuses raisons qui sont développées par ce livre de Paul Bairoch, qui explique qu'il y a en fait 3 conditions qui vont permettre le développement et l'expansion de la révolution industrielle, d'abord en Angleterre, puis dans toute la Grande-Bretagne, puis
dans l'Europe, puis dans le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que cette révolution industrielle va s'étendre? Le premier élément, alors vous voyez, c'est un peu contre-intuitif tout ce que je vais vous dire, mais c'est très important à comprendre. Premier élément, la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle ne requiert pas de grandes innovations techniques. Et ces innovations, lorsqu'elles existent, elles sont relativement simples à comprendre pour l'ouvrier moyen. C'est-à-dire que le degré de technicité, le saut, on va dire, technologique nécessaire à la révolution industrielle n'est pas très compliqué. La machine à vapeur n'est pas quelque chose de très compliqué. La machine à filer mécaniquement du coton n'est pas quelque chose de très compliqué. La mécanique, les rouages, les engrenages, tout ça on connaissait déjà au Moyen-Âge. L'arbalète est un système mécanique extrêmement complexe qui date de l'an 1000, donc qui a 700 ou 800 ans à l'époque. Tout ça est simple. On connaît la mécanique, on connaît les systèmes de poulies, on connaît les contrepoids, les contrepoids. Voilà, ça l'industrie du Moyen-Âge sait faire. Et en fait, ce n'est rien d'autre. La machine à vapeur et la machine à filer mécaniquement, ce n'est rien d'autre qu'une extension, on va dire, de la technologie du Moyen-Âge. Donc c'est tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui travaille, qui est dans l'industrie traditionnelle. Deuxième élément qui va favoriser donc, le développement de l'industrialisation, c'est que le coût d'investissement, le coût d'entrée dans l'industrie, en fait, est relativement faible. Alors bien sûr, ça ne va pas rester faible longtemps. Mais quand vous voulez avoir une machine à vapeur, bon, ça coûte cher, bien sûr, mais c'est accessible. Accessible pour des gens qui veulent se lancer dans l'industrie. La machine à filer mécaniquement, elle est aussi accessible. Un petit haut fourneau, c'est pas si coûteux à faire. Donc là aussi, c'est le faible coût qui va entraîner la capacité de plein de gens de se lancer dans ce genre d'activité. Et puis troisième élément, et là aussi c'est contre-intuitif, mais c'est très important pour le comprendre, ce sont les coûts de transport. Les coûts de transport sont élevés. Et ils vont rester élevés jusqu'au milieu du XIXe siècle, pendant 100 ans en quelque sorte. Pendant les 100 premières années de la révolution industrielle, les coûts de transport sont très, très élevés. Et ça va favoriser l'industrie. Pourquoi ça va favoriser l'industrie? Parce qu'on ne va pas concentrer toute la production dans un seul lieu, et ensuite exporter très loin. On va donc développer plein de petits centres de production près des consommateurs. Dans toutes les villes, on va avoir une usine textile, parce que exporter et transporter le textile est assez coûteux. Alors, c'est pas impossible, bien sûr, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des exportations, même de fer, de textile, etc. Mais le coût fait qu'il devient plus rentable de produire près de lieux de consommation que de tout concentrer la production dans un seul endroit. Et pensez à cette idée. Si le Royaume-Uni s'était développé industriellement, c'est développé industriellement 50 ans avant tout le monde. 50 ans, c'est presque une génération, c'est long 50 ans. Si les coûts de transport avaient été nuls, aucun autre pays dans le monde se serait industrialisé. Très vite, le Royaume-Uni aurait produit tout pour le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient en avance, et c'est eux qui auraient acquis tout le système productif et qui auraient exporté dans le monde entier. C'est bien parce que les coûts de transport sont élevés que les pays qui commerçaient avec le Royaume-Uni ont pu trouver intéressant de produire sur place eux-mêmes. Même s'ils étaient moins efficaces, parce qu'ils avaient moins l'habitude. Donc vous voyez, le problème, c'est que si on produit dans un pays qui est en retard, il va produire moins bien. Donc du coup, ça va devenir rentable que s'il y a des coûts de transport élevés entre le premier pays qui est arrivé dans la révolution industrielle et ceux qui l'ont suivi. Alors je vous propose maintenant de regarder chacun des éléments que je viens d'indiquer. D'abord, le premier élément, c'est la question de l'innovation. Innovation abordable, simple à diffuser. Abordable, facile à comprendre, et donc facile à diffuser. Premier élément, alors ça, je suis désolé, il y a un mot qui manque dans mon diaporama, mais ce n'est pas grave. Attendez, si je vais le mettre, voilà. Le brevet, une invention européenne. Premier élément qui va favoriser, voilà. Premier élément qui va favoriser oula, vous n'êtes que 30, ici bon. Qui va favoriser le développement technologique, c'est le brevet. Alors, le brevet, c'était une manière de protéger l'inventeur
qui possède qui est l'inventeur d'une innovation quelconque. Ce qui veut dire que ça va être intéressant d'inventer quelque chose, puisqu'on a son invention qui est protégée. Mais le brevet, c'est aussi un moyen de diffuser cette invention. Et donc c'est là la différence entre les systèmes traditionnels, où finalement, quand vous avez l'inventeur de quelque chose, vous avez intérêt à ne pas montrer votre invention pour éviter d'être copié par vos concurrents, et du coup que votre invention ne serve plus à rien. Donc qu'est-ce qui se passe traditionnellement? Quand quelqu'un a une invention, il ne va jamais la divulguer, il va la garder précieusement, et puis il va mourir avec cette invention, et donc cette invention va disparaître avec la personne. Parfois, il peut transmettre cette invention à son successeur, son fils très souvent, et qui ainsi de suite va chercher à transmettre ses inventions. Mais ça veut dire que les autres concurrents ne pourront pas copier l'invention, puis un jour elle va disparaître parce que on n'aura pas trouvé de successeur. Donc l'idée du brevet, c'est de résoudre ce problème. Alors les brevets, ils vont apparaître en Italie d'abord, au XVe siècle, en République de Florence, puis à Venise. Alors quel est le principe du brevet? Eh bien c'est simple, on donne à l'inventeur la possibilité d'utiliser, la possibilité légale d'utiliser son invention pendant un certain temps, sans le permettre d'utiliser à d'autres, en échange de quoi, il va divulguer son invention de manière ouverte. Alors, concrètement, vous déposez un brevet, ça veut dire vous expliquez votre invention, très clairement, de manière à ce que quelqu'un puisse la comprendre, mais en échange, personne n'a le droit de l'utiliser pendant aujourd'hui 20 ans, mais à l'époque, en Angleterre, en 1623, c'est 14 ans. Donc 14 ans pendant lesquels vous êtes en situation de monopole sur votre propre invention. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la faire utiliser par d'autres, mais les personnes qui voudront utiliser votre invention devront vous verser des royalties. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du licensing, de la licence. Je vais autoriser un concurrent, par exemple, ou quelqu'un d'autre à utiliser mon invention, mais à condition qu'il me verse des revenus en échange de cette utilisation, de ce droit à utiliser mon invention. Et donc évidemment, ça permet de cadrer, de normer le système d'invention, de rémunérer les inventeurs, parce que du coup, ils sont rémunérés soit parce qu'ils vont utiliser eux-mêmes leur invention, et dans ce cas-là, ils auront plus de ventes que les autres, ils produiront des choses spécifiques, uniques, soit s'ils n'ont pas envie de produire, simplement ils vont le vendre à un industriel qui lui va exploiter et payer à l'inventeur des droits d'utilisation de son invention. Et donc ce système du brevet, inventé en Italie, va se propager progressivement et il va être adopté, je voulais dire, en Angleterre au XVIIe siècle, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, ce qui va évidemment favoriser l'innovation, puisque les gens au XVIIIe siècle, ceux qui inventent les procédés dont j'ai parlé, la machine à filer mécanique, ils vont bien sûr déposer un brevet et faire en sorte, s'assurer comme si qu'ils vont gagner de l'argent, soit en laissant d'autres industriels produire selon leur méthode, soit en produisant eux-mêmes. Et ainsi de suite. Et donc ça, on va le voir d'ailleurs que l'Angleterre au XVIIIe siècle peut devenir l'un des pays avec le plus de brevets déposés au monde, au monde. En Europe, puisque en fait dans le reste du monde il n'y a pas de brevet, il n'y a pas ce système-là. Mais très vite ce système va généraliser et l'Angleterre va devenir le premier pays à déposer des brevets et donc vraiment l'endroit où on va le plus innover. Bon, très vite ce système va être étendu au reste de l'Europe, puis au reste du monde. On va avoir en 1883 la première convention internationale sur les brevets pour reconnaître les inventions des uns des autres. Parce qu'évidemment, le problème est que si mon brevet est protégé dans mon pays, il faut aussi qu'il soit protégé dans les pays étrangers, de manière à éviter que je me fasse copier par un concurrent étranger. Donc c'est là qu'on va harmoniser le système du brevet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous dis, le brevet dure 20 ans, parfois 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, parce que les coûts de développement et le temps de développement est parfois très important. Voilà, par rapport à, 14 ans en 1623 au XVIIe siècle. Alors évidemment, l'intérêt du brevet, c'est que, bien sûr, l'innovation, elle est expliquée, et donc n'importe qui, une fois que le brevet tombe dans le domaine public, n'importe qui peut utiliser l'invention à son propre profit, et peut même s'appuyer sur cette invention pour inventer lui-même. Parce que ce qu'on appelle dans l'innovation, on a souvent des processus dits incrémentaux. Incrémental, ça veut dire qu'on s'appuie sur
les inventions d'avant pour produire sa propre invention. C'est comme ça que la technologie progresse, très souvent. C'est souvent d'ailleurs parfois des essais-erreurs, des trucs très... la machine à vapeur a été transformée de multiples fois. On a commencé par faire une machine qui faisait un piston simplement, et puis ensuite on a transformé ça en machine qui faisait une roue, qui tournait une roue, etc. Donc on a passé son temps à améliorer la machine à vapeur. Il n'y a pas un inventeur de la machine à vapeur, en fait il y en a plein. Et donc ce n'est que très progressivement qu'on va avoir des machines à vapeur très performantes en inventant à partir des inventions des autres. D'où l'importance d'avoir un système ouvert, un système d'invention qui soit accessible aux autres par la lecture. Ah ben voilà, j'explique ici le système du brevet. Donc voilà, récompenser l'inventeur avec un monopole limité dans le temps, diffuser l'invention avec une description complète de l'invention dans le brevet. Alors, deuxième chose aussi sur l'innovation, c'est que finalement, ce qui va être dans ce mécanisme-là, avant l'invention de l'électricité, en fait, qui va un peu tout changer, ou de la chimie, qui est déjà connue à l'époque, mais voilà, pas forcément maîtrisée. Chimie, électricité, c'est un peu magique. Concrètement, on ne peut pas faire de la chimie et l'électricité si on n'a pas des véritables solides connaissances scientifiques. Par contre, quand il s'agit de la mécanique, un peu de logique, être capable de lire, permet de comprendre la nature d'une invention. Donc, en lisant un manuel, un brevet, on peut produire une machine à vapeur, soi-même. Parfois, on a besoin d'un seul technicien qui nous explique, et puis on y arrive. Par exemple, la première usine sidérurgique moderne, qui produisait de la fonte au coq, fut construite en 1776, donc là on parle de fonte, on ne parle pas d'acier comme après, fut construite au Creusot en 1776, donc sous l'Ancien Régime. Pour la construire, on a eu besoin d'un seul technicien anglais, voilà, qui était venu en France, et hop, on lui a demandé comment on construit, et il nous a expliqué comment on construisait une unité sidérurgique par les technologies anglaises. On a pu très souvent, d'ailleurs c'était le cas au début du 19e siècle, pour s'industrialiser, la France et la plupart des pays européens, ils importaient frauduleusement des machines anglaises, ils regardaient, ils démontaient, ils regardaient comment ça fonctionnait, et hop, ensuite ils en reproduisaient. Très facile à faire, puisque pas besoin de très grandes connaissances. Au Japon, alors c'est sans doute l'anecdote la plus intéressante que j'ai là aussi vue dans le livre de Paul Béroc, le premier haut fourneau moderne, donc un vrai haut fourneau qui produit de l'acier, a été érigé en 1858 au Japon, juste en lisant un manuel, un traité sidérurgique, qui était traduit du néerlandais. Donc, vous voyez, on a eu besoin, les Japonais n'ont eu besoin d'aucun technicien pour produire des hauts fourneaux modernes. Ils ont juste lu des manuels traduits du néerlandais et hop, ils sont parvenus à produire un haut fourneau. Vous voyez, cette technologie très accessible, parce que si vous savez lire, si vous savez discuter, si vous avez un technicien, même pas le meilleur, pas un ingénieur, pas un inventeur, mais juste le technicien qui utilise la machine, qui vient vous voir, ou juste une machine, vous arrivez très facilement à comprendre comment ça fonctionne. Je vous garantis que si vous démontez un téléphone portable, vous n'allez pas réussir à en construire un. C'est pas possible ça. Vous avez beau être très intelligent, démonter un téléphone portable ou n'importe quel appareil électronique ne vous permettra pas d'en reconstruire un immédiatement. Vous avez des trucs beaucoup trop petits, des petites puces, des trucs machin, bon, c'est impossible à faire. Puis sans même parler des logiciels qui sont dedans. Bon, par contre, une machine à vapeur, voilà, vous la démontez, vous regardez comment c'est fait, et très vite, en quelques jours, vous savez comprendre comment ça fonctionne, et puis vous pouvez la reproduire très facilement. Tout ça signifie aussi une autre chose, qui est que la main-d'œuvre des économies traditionnelles, le chaudronnier traditionnel par exemple, pourra tout à fait être utilisé comme main-d'œuvre dans l'industrie. Il n'y a pas besoin de reformer spécifiquement à ces nouvelles machines de la révolution industrielle. Elles sont assez facilement abordables et compréhensibles, donc voilà, vous pouvez prendre des ouvriers, des artisans, et puis vous pouvez leur faire comprendre assez facilement ce que vous attendez d'eux. Alors c'est là aussi Paul Béroc, voilà ce qu'il dit,
pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc c'est là que ça va changer, parce qu'on va inventer l'électricité, on va développer la chimie, et là les choses vont devenir un peu compliquées. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y aura pas de fossé profond entre l'ouvrier spécialisé qui construit et répare les divers outillages et le forgeron ou le chaudronnier traditionnel. Voilà, c'est la main-d'œuvre traditionnelle est parfaitement capable, voilà, je m'éclaire un peu parce qu'il fait sombre, de produire, d'être employés comme des ouvriers qualifiés dans les usines. Ce qui signifie, du coup, que pour tous les ouvriers, il n'y a pas besoin qu'ils soient très éduqués jusqu'à la fin du XIXe siècle pour pouvoir travailler. En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que pendant toutes les 100 premières années de la révolution industrielle, il n'y a pas de développement de l'alphabétisation. Et même sans doute qu'il y a une régression. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous allez voir tout à l'heure, le niveau de vie des ouvriers décroît pendant 100 ans, en fait, quasiment des premières 100 années de la révolution industrielle. Et donc ça veut dire aussi qu'on va utiliser de plus en plus des enfants jeunes en bas âge pour travailler dans les usines, dans les mines, etc. Et donc bien sûr, ces enfants-là, ils n'ont pas la possibilité de s'éduquer, d'apprendre à lire et à écrire. Donc le taux d'alphabétisation reste très important. Ce qui implique bien qu'il n'y a pas besoin de grandes connaissances pour travailler à l'usine. Et donc pour faire fonctionner des usines dans la révolution industrielle. Là aussi, voilà, les statistiques, c'est qu'en 1830, en Angleterre, il y a une industrie extrêmement efficace, la plus efficace au monde. Je ne vous montre pas les chiffres de tout à l'heure sur la production de fer qui a été considérablement augmentée. L'agriculture, qui représente à ce moment-là moins de 30% de la population active. Donc vous voyez, l'agriculture s'est totalement effondrée en termes d'actifs. Et pourtant, 44% de la population est analphabète. Analphabète, pas illettrée. Elle est incapable d'écrire son nom dans un registre paroissial ou autre. Il y a toute une partie de la population, quasiment la moitié de la population, qui est analphabète, qui n'a jamais appris à lire et à écrire. Ce ne sera qu'en 1880 que l'instruction primaire va devenir obligatoire en Angleterre. Et pareil au même moment en France. C'est là qu'on va basculer. À la fin du XIXe siècle, les technologies vont devenir nettement plus compliquées. Mais là, on va parler de la deuxième révolution industrielle, ça sera un peu différent. Pareil, j'ai parlé de l'électricité, de la chimie. Un moteur à explosion qu'on va inventer dans ces années-là, à la fin du XIXe siècle, c'est beaucoup plus compliqué qu'une machine à vapeur. Et donc là, il faut des gens bien formés pour comprendre comment ça fonctionne. Deuxième élément qui explique la propagation de la révolution industrielle, c'est le faible coût de l'investissement. De la même façon qu'il faut des technologies abordables, compréhensibles par les gens, il faut aussi que ces technologies puissent être mises en œuvre sans qu'on ait besoin d'accumuler au préalablement beaucoup d'argent. Et ça aussi, c'est intéressant. Souvenez-vous, à la fin du chapitre précédent, du chapitre 2, j'ai essayé de vous montrer comment est-ce que l'industrialisation de l'Europe n'avait pas forcément de lien direct avec le grand commerce. Souvenez-vous, à la fin du XVIIe siècle, on va dire, on a le grand commerce, c'est celui qui va faire, qui va acheter et vendre à l'étranger, avec le commerce triangulaire extrêmement rentable, qui est un commerce qui passe par l'Afrique, l'Amérique, qui fait du trafic d'esclaves. Comment on va faire du commerce aussi en Extrême-Orient. Bon, là, on a besoin d'énormément de capitaux. Ça coûte extrêmement cher. Les bateaux armés des navires, etc. Les systèmes financiers du grand commerce aussi est extrêmement complexe. On a des opérations très coûteuses. Et je vous avais dit, souvenez-vous, que l'industrialisation n'allait pas être le fruit de l'extension de ce grand commerce. En fait, les gens qui gagnent beaucoup d'argent dans ce type de commerce, ils n'ont aucun intérêt à se lancer dans l'industrie. Ceux qui vont se lancer dans l'industrie, c'est les classes moyennes. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de classes moyennes, mais il y en a quelques-uns. C'est ceux qui font du commerce intérieur, c'est-à-dire qui vendent et achètent entre les villes et les campagnes. Ceux-là, souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu à la fin du chapitre 2, ceux-là, ils sont intéressés par produire eux-mêmes, par se lancer dans la production. Parce que du coup, ils vont gagner même plus d'argent, alors qu'ils n'en gagnent pas tant que ça, en fait, dans le commerce intérieur. Et puis les autres sont ceux dont on a parlé tout à l'heure. C'est les agriculteurs qui possèdent leurs terres, donc les yeomen, qui vont vendre leur exploitation, et puis qui vont se retrouver avec un petit pécule. Ils vont
Pas assez, bien sûr, pour se lancer dans le grand commerce ou un truc très très rentable, ou dans la banque, ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas assez d'argent, bien sûr. Mais du coup, ils vont pouvoir investir dans l'industrie. Et donc, en fait, ce qui va permettre le développement de l'industrie, notamment au début, hein, on est là avant 1850, c'est le fait que se lancer dans une activité industrielle soit accessible pour des gens qui ont un peu d'argent devant eux, bien sûr, mais pas forcément, qui ne sont pas forcément extrêmement riches. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y a pas de système de financement bancaire. Alors, il y a une banque, hein, puisqu'on en a parlé dans le chapitre 2, mais cette banque, elle est liée au commerce, elle n'est pas liée à l'industrie. D'ailleurs, je veux dire, les banquiers, ils n'aiment pas trop financer s'ils ne comprennent pas. Qui pourrait imaginer en 1750 que se lancer dans l'industrie textile ou dans la sidérurgie pourrait rapporter beaucoup d'argent? Personne. C'était inimaginable. Ouais, certes, il y a des corporations, il y a des artisans hein, qui fabriquaient ça, mais ils n'étaient pas très très riches. Pour devenir très riche dans l'industrie, il fallait qu'il y ait une révolution industrielle. Il fallait qu'on arrive à mécaniser l'ensemble du processus de production. Il fallait qu'on arrive à exporter dans le monde entier. Il fallait qu'on fasse baisser les prix de manière considérable pour ruiner sa concurrence. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et ça, ce n'était pas du tout imaginable pour les banquiers. Donc, la banque, en tout cas au début, avant le 19e siècle, ne financera pas l'activité industrielle, même si elle finance l'activité commerciale, le grand commerce et tout ça. Donc, pas de système bancaire sur lequel s'appuyer pour financer ces investissements, donc il ne faut pas que ce soit très coûteux. Alors voici ce que dit Paul Béroc. Là aussi, tome 1, page 332. Le capital total, fixe et circulant, donc matières premières, main-d'œuvre, etc. Et puis machines. Le capital total, fixe et circulant, nécessaire pour mettre un actif au travail dans l'industrie en Angleterre, représentait vers 1800 environ 4 à 5 mois de salaire moyen masculin. 4 à 5 mois de salaire moyen masculin, c'est pas grand-chose. Un salaire moyen en France, c'est 1800 €. Donc voilà, donc ça fait, mettons, 4 fois ça ou 5 fois ça, ça fait combien? Ça fait 18 000, 9 000 quoi. 9 000 €, c'est tout à fait accessible pour mettre au travail une personne hein, dans l'industrie. Forcément, vous ne pouvez pas avoir une usine avec une seule personne, un seul ouvrier. Mais à 15 ou 20, vous avez déjà une activité industrielle possible. Même à 10. Souvenez-vous, la manufacture d'épingles. Chez Smith, c'est 10 personnes. Voilà, donc 10 personnes, 9 000 € par personne, 90 000 €. 90 000 €, vous vendez votre maison, voilà, vous avez nettement plus que ça. Bon, vous vendez vos exploitations agricoles, vous avez 2 ou 3 fois ça. Donc vous pouvez tout à fait réutiliser cet argent pour investir dans l'industrie. Alors attention, hein, les ouvriers ne sont pas capables d'investir dans l'industrie. On parle bien ici de gens qui ont un patrimoine, qui sont suffisamment riches pour ça. On parle des commerçants intérieurs, on parle des agriculteurs yeomen, on ne parle pas de l'ouvrier qui, lui, a à peine de quoi vivre et ne pourra jamais investir dans du capital productif. Bon, je relis la citation pour que vous compreniez. Le capital total fixe et circulant nécessaire pour mettre un actif au travail dans l'industrie en Angleterre représentait en 1800 environ 4 à 5 mois de salaire moyen masculin. En 1820 en France, c'était 6 à 8. Vous voyez, ça augmente. Vers 1950, donc au XXe siècle, il faudra l'équivalent de 300 à 350 mois de salaire moyen pour produire un unique emploi industriel. Et ça, c'est sans compter la taille des unités industrielles. Si vous avez besoin de 100 personnes et que ces 100 personnes coûtent 300 mois de salaire pour être milieu, voilà, là vous vous rendez compte qu'on n'est plus du tout dans le même monde. Tout ça pour vous dire qu'au début de la révolution industrielle, les unités de production sont de petite taille et le capital nécessaire, les machines, elles sont chères bien sûr, mais elles sont finalement pas si chères et tout à fait accessibles à, on va dire, des classes moyennes, des gens qui ont un petit patrimoine. Et donc, ce sont ces entrepreneurs qui viennent du monde paysan, ah oui, artisan, vous complétez, parce que je l'ai dit tout à l'heure, aussi les petits commerçants intérieurs, qui vont se mettre à investir dans l'industrie, et en particulier les agriculteurs qui vont en fait être chassés de leur exploitation agricole. Alors c'est la thèse de Paul Béroc, et notamment il regarde dans ce livre-là, il montre dans ce livre-là le rapport entre la valeur du capital par actif dans l'industrie et l'agriculture. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la cherté de la terre agricole.
On est dans des économies au XVIIIe siècle qui restent profondément agricoles, dans lesquelles l'essentiel de l'activité économique se fait dans la terre, avec l'exploitation agricole, et vendre sa terre, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors voilà le tableau de Paul Béroc qui montre le rapport entre la valeur du capital par actif dans l'industrie et dans l'agriculture. Au Royaume-Uni, vers 1810, on est d'un rapport de 1 à 8. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie ce chiffre? Ça signifie que quand vous vendez une exploitation agricole qui fait travailler 3 personnes, eh bien, vous êtes capable d'acheter du capital qui fera travailler 8 fois 3, 24 personnes. C'est ce rapport de 1 à 8 qui montre ça. Vous voyez, donc, une exploitation agricole, c'est 2-3 personnes au travail. Parfois un peu plus, ça dépend évidemment de la taille de l'exploitation, parce que parfois il faut recruter des ouvriers agricoles. Mais vous voyez que avec ça, en vendant ça, vous avez de quoi mettre 24 personnes dans l'industrie du travail. Donc là, vous avez une véritable petite usine déjà. Ce rapport-là, il va déterminer la capacité d'une personne qui travaille dans l'agriculture à se lancer dans l'industrie et à investir dans l'industrie. Et en fait, Paul Béroc va démontrer qu'au moment de l'émergence de l'industrialisation, eh bien, on a toujours un rapport très important, sauf aux États-Unis, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on va se retrouver ce rapport tout le temps au début de la révolution industrielle. Donc Royaume-Uni en 1810. Alors 1810, souvenez-vous, la révolution industrielle, elle a commencé entre 1740 et 1760, donc en 1810, elle a déjà largement commencé depuis 50 ans. Mais c'est là qu'elle va s'étendre. On n'est non pas dans les débuts, on est maintenant dans l'accélération du système. Donc ça va s'accélérer parce que ça sera facile de vendre son exploitation agricole et hop, de commencer à créer son propre unité de production industrielle. En France, on est à peu près à cette époque-là, à ce niveau-là, en 1850, ou en Belgique. Et là aussi, on va voir que le rapport du capital agricole par rapport au capital industriel, il est dans ces eaux-là, 1 à 7, 1 à 6. Au Japon, le Japon qui va être arrivé dans la révolution industrielle bien plus tardivement, on en reparlera aussi, parce que c'est extrêmement intéressant, l'industrialisation du Japon, lui, en 1905, il est dans un rapport de 1 à 8. Bon, ça veut dire que vous avez tout intérêt à vendre votre exploitation pour lancer votre activité industrielle, c'est ça que ça signifie. Alors, vous voyez, il y a l'exception, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi en 1880, au moment où les États-Unis sont quand même largement intégrés, sont largement dans la révolution industrielle, pourquoi en 1880, le rapport entre capital, coût du capital dans l'industrie et dans l'agriculture est que de 1 à 2,5? Et comment c'est possible dans ce cas-là qu'il y ait eu une révolution industrielle aux États-Unis malgré le coût plus élevé relativement les capacités plus faibles de transformer du capital agricole en capital industriel? Alors, la raison à cela, c'est simplement que les terres valent beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi les terres valent beaucoup moins cher? Parce que les espaces américains sont immenses. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les exploitations agricoles aux États-Unis sont beaucoup plus grandes qu'en Europe parce qu'ils ont un foncier bien plus important. Donc la terre vaut moins cher. Comme la terre vaut moins cher, vendre son exploitation agricole nous permettra pas d'acheter du capital industriel suffisamment pour avoir une unité de production. Puisque vous voyez, si on prend une exploitation agricole, tout à l'heure j'avais pris l'exemple de 3 personnes. Mettons 4. En 1880, en vendant votre exploitation agricole qui permet de faire travailler 4 personnes, vous arrivez à avoir une usine qui fait travailler 10 personnes. Eh bien, en 1890 personnes, ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas une activité industrielle rentable avec du capital qui fournit du travail à 10 personnes seulement. Donc alors on se dit, comment c'est possible? Comment les États-Unis ont-ils pu se développer industriellement alors que les rapports entre capital agricole et capital industriel étaient très différents de celui des autres pays? Alors là, si j'étais en amphi, je vous dirais, réfléchissez-y, posez-vous la question, essayez de me trouver la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a pu voir le développement de l'industrie alors que les agriculteurs n'étaient pas capables, en vendant leur exploitation, d'investir, d'avoir suffisamment d'argent pour investir dans l'industrie? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que ce n'est pas les agriculteurs américains qui ont lancé l'industrie américaine. Ce sont les immigrants.
les États-Unis, c'est un pays d'immigrants, d'immigration. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que vous étiez un paysan allemand ou un paysan anglais, vous vendez votre exploitation et vous émigrez aux États-Unis avec votre argent. Et c'est là que vous relancez votre activité industrielle. En fait, les États-Unis se sont industrialisés grâce au capital étranger. Grâce aux immigrés, en fait. Grâce aux immigrés, essentiellement européens, bien sûr, qui avaient la technologie, qui avaient voilà, les compétences et qui avaient surtout le capital. Donc, il n'y a pas eu d'exode rural aux États-Unis, en fait, à cette période-là. Il y en a eu après, bien sûr, mais ce n'est pas les agriculteurs qui sont transformés en industriels. Alors que c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Voilà, donc cet écart explique la dynamique de la révolution industrielle. L'accès au capital industriel est assez facile dans des sociétés paysannes qui ont des terres qui ont une forte valeur et qu'on peut du coup revendre et acheter des petites usines de production. Et alors ça, c'est la phrase et la citation de Paul Mantoux en 1906, dans un livre qui est cité par Paul Béroc, je ne vais pas aller très loin pour le trouver. Et voici ce que dit Paul Mantoux, ce qu'écrit Paul Mantoux. Un fait d'ensemble apparaît. La plupart d'entre eux, donc les industriels du textile, viennent des campagnes. Ils sortent de cette classe moitié agricole, moitié industrielle, qui avait formé jusqu'alors une partie notable, peut-être la majorité de la population anglaise. Et si l'on essaie de remonter plus haut, on arrive presque toujours à une souche paysanne, à la vieille race disparue mais non éteinte des yeomen. Donc c'est ça que dit Paul Mantoux, ce sont les yeomen, donc c'est-à-dire les agriculteurs qui possèdent leurs terres, les agriculteurs assez riches en fait, les classes moyennes anglaises, de la société traditionnelle anglaise, qui en fait sont le moteur de l'industrialisation. Alors bien sûr, c'est pas vrai de tous. C'est pas tous les agriculteurs qui vont vendre leur exploitation et produire des biens industriels. Mais il suffit qu'une petite partie d'entre eux le fasse pour que ça apparaisse. Et ça aussi, comprenez bien, si ça se passe comme ça, si ce sont les agriculteurs qui se lancent dans l'investissement industriel, c'est surtout parce que ce sont eux qui ont le plus à gagner. Les riches, les aristocrates, ils ont de l'argent aussi, les propriétaires fonciers. Mais ils n'ont pas du tout envie de se salir les mains. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils ont déjà de l'argent, ils sont déjà riches. Les grands commerçants qui gagnent beaucoup d'argent dans le commerce triangulaire ou d'autres commerces avec l'Asie, ils n'ont aucun intérêt à se lancer dans l'activité industrielle. C'est un risque, c'est pas des trucs qu'ils savent faire. Les banquiers, pareil, ils vont ni se lancer, bien sûr, ni même investir. Donc il faut, on va dire, des classes moyennes, des gens qui ont un peu d'argent et un peu d'opportunités pour développer un secteur nouveau. Ça aussi, sans doute que c'est l'une des conditions nécessaires. Imaginez une société avec que des très très riches et des très très pauvres, il n'y a pas de dynamisme possible, il n'y a pas de dynamisme économique. Parce que les très riches, ils n'ont pas besoin de faire autre chose, parce qu'ils sont déjà très riches, et puis les très pauvres, ils n'ont pas les moyens. Si on n'a pas un minimum de classe moyenne, dans une société, on ne peut pas s'industrialiser, j'ai envie de dire, on ne peut même pas se développer. Ça aussi, c'est une leçon importante de l'histoire. Bon, la classe moyenne anglaise au XVIIIe siècle n'est pas très importante. Mais où est-ce qu'on la trouve? Dans les petits commerçants, dans les petits artisans, et puis qui vivent dans les villes, et puis dans les campagnes, avec toute cette masse de population agricole qui exploite sa terre et qui est suffisamment riche pour... typiquement les classes moyennes, les gens qui sont assez riches, sans l'être très, et qui sont poussés aussi, poussés par la concurrence des grandes exploitations agricoles, par la baisse des prix agricoles, à ce qu'on dirait aujourd'hui se réinventer, c'est-à-dire à trouver une autre manière d'utiliser son argent et d'exploiter son argent. Bon, alors, dernier aspect que je voulais dire sur le coût du capital, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait que la taille des usines, en fait, est faible. On n'a pas besoin d'avoir des usines de centaines de milliers de travailleurs, d'ouvriers, parce qu'évidemment, si c'était le cas, on ne pourrait pas se lancer. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a deux éléments extrêmement importants. Il n'y a pas de taille minimale, ou disons, la taille minimale est assez faible. Évidemment, on ne va pas avoir une usine avec un seul ouvrier, mais avec 10 ouvriers, c'est possible. C'est la manufacture d'épingles de Smith. De la même façon, quand on va augmenter le nombre d'ouvriers, on ne va pas forcément augmenter la productivité, la rentabilité du site de production. Donc l'absence de taille minimale ou optimale des entreprises. Alors c'est deux choses différentes. Taille minimale veut dire elle n'a pas besoin d'avoir... Alors, il y a une taille minimale, mais elle est à niveau faible. Demi-douzaine, une dizaine,
d'ouvriers, ça peut déjà avoir une usine rentable. Pas de taille optimale, ça veut dire que quand on double ou qu'on triple le nombre d'ouvriers, on n'augmente pas beaucoup les rendements. Alors, souvent, la taille minimale est liée à l'importance des coûts fixes. Quand vous avez une machine très coûteuse, eh bien, il vous faut quand même, donc ça c'est l'investissement de base, il vous faut un certain nombre voilà, d'ouvriers autour pour la faire fonctionner. Si vous avez une seule machine, ben ça va. Si vous avez besoin pour vous lancer dans la production, par exemple, voilà, Tesla a décidé de faire une méga gigafactory, voilà, gigafactory en Allemagne près de Berlin. La gigafactory, c'est un truc énorme. On ne peut pas produire de véhicules électriques de manière industrielle aujourd'hui sans avoir une usine gigantesque avec des dizaines, des centaines de milliards d'investissements préalables. Enfin, pardon, des milliards d'investissements préalables. Je dirais plutôt des centaines de millions et des milliards d'investissements préalables. Parce qu'il faut des gigantesques machines, outils, des gigantesques hangars. Et donc tout ça signifie que si vous avez déjà ça à investir pour vous lancer dans la production d'un véhicule électrique, bien sûr vous ne pourrez pas produire un véhicule électrique quand vous êtes tout seul et que vous vendez juste votre maison ou votre exploitation agricole. L'idée de taille optimale, c'est l'idée des complémentarités. En fait, c'est un peu l'idée de la division du travail chez Smith. C'est-à-dire que plus vous augmentez la taille de votre main-d'œuvre, plus vous allez les spécialiser, plus ils vont devenir complémentaires et plus ils vont devenir efficaces. En fait, on n'a pas vraiment ça dans les manufactures de la fin 18e, début 19e, parce qu'en général, on a une machine pas très coûteuse, avec un certain nombre d'ouvriers devant, bien sûr, mais quand on veut augmenter la production, on rachète une nouvelle machine qu'on met un peu à côté dans l'usine, avec de nouveaux ouvriers. Donc, on juxtapose les machines et les ouvriers, et on n'est pas plus efficace, parce qu'il n'y a pas de complémentarité entre les différents ouvriers. Ce qui veut dire que même une grosse usine ne produit pas forcément de manière plus efficace qu'une petite usine. Et ça, du coup, c'est très important parce que ça permet à des nouveaux venus de venir régulièrement dans le secteur économique. Ça n'a pas duré éternellement, cette histoire-là. À partir de 1850, on va commencer à avoir de grosses unités de production, notamment dans la sidérurgie. Les hauts fourneaux d'aujourd'hui, c'est bien plus important, bien plus de main-d'œuvre que les hauts fourneaux du début du 19e siècle. Alors, je vais vous montrer, je crois, voilà, quelques chiffres, là aussi qui viennent toujours de ce livre de Paul Béroc. En 1845, en Belgique, donc il est allé voir en Belgique, la taille moyenne des entreprises sidérurgiques était de 26 personnes. Voilà, vous voyez, une entreprise sidérurgique, et là on compte tout, on compte toute l'entreprise, l'unité de production, 26 personnes. En 1930, on est à 440. Dans les années 90, on est de 5 à 7 000. Vous voyez, donc, donc ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la sidérurgie, vous ne pouvez pas juste vendre votre maison et puis vous lancer dans la sidérurgie. Là, il va falloir recruter et donc avoir du capital suffisant pour avoir une usine de 5 à 7 000 personnes. Donc, c'est pas possible. Quand on regarde le textile, sans doute que c'était encore moins. Parce que les machines dans le textile sont sont pas extrêmement coûteuses en fait. Donc on pouvait tout à fait se lancer dans l'activité industrielle, c'est ce que j'essaie de vous montrer, mais en même temps être rentable, être efficace dans cette activité, avec peu d'argent et peu de moyens et une petite usine, une petite manufacture. C'est aussi la raison qui va expliquer que pendant la première révolution industrielle, on va avoir des usines arriver partout, dans tous les villages, dans toutes les petites villes. Aujourd'hui, l'industrie est beaucoup plus concentrée. À l'époque de la première révolution industrielle, on va avoir plein de petites unités de production. Alors d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles on va avoir une multitude de petites unités de production sur un territoire donné, c'est les coûts de transport qu'on va voir tout à l'heure. Dernier élément, avant de voir ça, la question de l'autofinancement. Ce qui fait que les industriels parviennent à développer leur industrie, c'est, je dis, qu'ils financent à partir de la vente d'un capital qu'ils ont. Généralement une exploitation agricole, une maison, n'importe quoi. Mais ensuite, ce qui va permettre à ces industriels de se développer, c'est essentiellement l'autofinancement. C'est-à-dire qu'ils vont faire du profit, ils vont épargner ce profit,
et ils vont le réutiliser pour acheter de nouveau capital. Pourquoi ils font ça? Parce que le secteur bancaire, en fait, ne va pas les aider. C'est-à-dire que la banque, elle s'intéresse au commerce, aux grands commerçants, elle s'intéresse aux rois, elle s'intéresse à ceux qui ont beaucoup d'argent, elle ne s'intéresse pas à ces espèces de bouseux de classe moyenne là, qui vont se lancer dans l'industrie. Néanmoins, comme c'est très rentable, les taux de profit sont extrêmement élevés, et comme ils sont extrêmement élevés, on peut très facilement, en quelques années, s'autofinancer et devenir très grand. En 20 ans, on peut avoir un développement considérable. Alors bien sûr, au bout de quelques dizaines d'années, les banques vont commencer à prêter à l'industrie. Elles vont vite comprendre qu'il y a beaucoup de profits à se faire, et parfois plus que peut-être que dans le commerce. Mais au début, le développement industriel va se faire essentiellement par des industriels qui vont garder une partie de leurs recettes pour réinvestir. Alors, Béroc estime que les taux de profit étaient compris entre 20 et 35%, donc c'est énorme, taux de profit avant impôt. Aujourd'hui, et aujourd'hui même ça a encore baissé depuis la crise, mais avant 2008, on va dire qu'on pouvait avoir des taux de profit de 10%. Voilà, donc c'est vous dire, si on réinvestit 25% de son capital, donc on fait 35% de profit, on gagne 10% pour sa consommation, puis le 25% qu'on réinvestit. Eh bien, on peut estimer qu'en 20 ans, on va multiplier par 80 le capital de départ. Vous avez une petite usine, vous voyez, c'est pour vous montrer. 20 ans plus tard, vous en avez 80. Donc, c'est énorme. Alors, bien sûr, c'est pas forcément la même usine en 20 ans, mais vous voyez à quel point on peut faire fortune vite, en fait, avec des autres profits de 35%. Il suffit de réinvestir suffisamment. Là, je ne vais pas vous remettre, on a vu ça déjà, souvenez-vous, en premier semestre, le principe d'investissement du capital, d'accumulation de capital. Voilà, vous avez tant de profits, vous mettez en épargne une grande partie et puis vous réinvestissez. Et ça, cette culture de l'investissement et de l'accumulation, elle est très présente. Alors c'est une culture qui vient du commerce, et du secteur bancaire et financier, mais qui va être très vite adoptée aussi par les industriels. Et c'est ça qui va entraîner le développement considérable de l'industrie pendant cette période-là. Alors, troisième élément, donc comme je le disais tout à l'heure, la question des coûts de transport. Les coûts de transport sont très élevés. Ils n'ont pas changé par rapport au Moyen-Âge, quasiment pas. On a un peu d'amélioration des routes, voilà, mais globalement, c'est toujours du transport à dos de cheval, de bœuf. C'est toujours des navires à voile qui font du commerce par l'océan. On n'a pas de chemin de fer, on n'a évidemment pas de voiture et on n'a non plus pas de bateau à vapeur. Dans ces systèmes de transport traditionnels, ce qui est le moins coûteux, c'est encore la voie maritime ou le fleuve. Ce qui est le plus coûteux, c'est la voie terrestre. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, le transport ferroviaire aussi peut être un peu moins coûteux, mais encore, le problème du transport ferroviaire, c'est qu'on part de gare à gare, on ne va pas de poste à poste, d'usine à usine. Donc le problème, c'est qu'il faut transporter ensuite tout ce qui est décharger, voilà. Donc c'est un peu le souci du transport ferroviaire. Alors maintenant, on a des conteneurs qui permettent de faire ça plus facilement. C'est qu'un conteneur, maintenant, on les met directement sur les camions. Donc c'est plus simple. On n'a pas à transvaser les trucs. Bref, je m'écarte. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est les coûts de transport au début du 19e siècle. Donc avant la révolution du transport, avant l'invention pas l'invention de la machine à vapeur, mais l'invention du train à vapeur, du chemin de fer et de la marine à vapeur. Alors le chemin de fer, ça va être les années 1820 que ça a commencé, mais ça va vraiment se développer dans les années 1850. Pareil pour la vapeur maritime qui va se développer dans les années 1850-60. À partir de 1860, avec le canal de Suez, on va voir se développer on va voir disparaître progressivement tous les voiliers. Bon alors, par voie d'eau, avant cette révolution des transports, le coût du blé double tous les 1200 km. Par voie de terre, le prix du blé est doublé tous les 400 km. Voilà, vous produisez du blé à Angers, vous le vendez, je sais pas moi, au nord de Paris, à Amiens, c'est 400 km. Ça veut dire que votre prix du blé double. Concrètement, ça veut dire qu'il vaut mieux manger du blé à Amiens, qui est produit à Amiens, et à Angers, qui est produit à Angers.
hein. C'est concrètement, voilà, il y a peu de circulation des marchandises en fait. Et donc ça veut dire aussi que on va produire essentiellement sur place. En fait, on parle aussi beaucoup de production, consommation locale, localisme. Bon, voilà, c'était ça avant la révolution des transports. Les gens exploitaient l'essentiel de leurs ressources, hein, de leur nourriture, de ce qu'ils consommaient venait dans un rayon de 50 km. Un rayon de 50 km, c'est le département de Maine-et-Loire, avec Angers pour centre. C'est ça. 50 km, c'est une journée de marche, quand on marche vite. Une journée d'été, hein, c'est-à-dire on part à 5h, 6h du matin, et puis on arrive à 22h. Voilà. En fait, c'est pour ça que le Maine-et-Loire, d'ailleurs, qui est l'ancien Anjou, hein, il a toujours été à peu près cette taille-là. Parce que, voilà, on peut, à échelle humaine, on peut se déplacer comme ça pendant une journée, sans avoir à dormir sur place, évidemment. Voilà, donc c'est le système social et économique, il est à l'échelle d'un département, au début du XIXe siècle. D'ailleurs, c'est pour ça que les départements ont été construits, hein. Ils ont été construits pour être joignables. Alors, en journée de cheval, hein, voilà, on pensait plutôt en journée de cheval, mais finalement, en fait, voilà, si on peut aussi, en marchant bien, on peut aussi faire 50 km en une journée. Les coûts de transport élevés donc, vont favoriser essentiellement l'industrialisation locale, puisque si on veut produire quelque chose, si on a besoin de vêtements, de textiles, parfois il est moins coûteux et plus pratique de le produire nous-mêmes que de l'acheter à 500 km. Il y a aussi le fait que l'épargne n'est pas très mobile. Ce qui veut dire que c'est souvent des industriels du coin qui vont produire. Alors pourquoi je dis que c'est pas très mobile? Parce que l'épargne est mobile via la banque en fait. C'est-à-dire que vous investissez, vous trouvez un investisseur dans une autre ville, dans un autre pays pour financer votre propre investissement. Ça signifie qu'il faut un système bancaire et confiance en vous, confiance en l'industrie. Or, j'ai dit tout à l'heure, le système bancaire ne va pas beaucoup financer l'industrie. Donc on va avoir des gens du coin qui vont produire pour les gens du coin. Et tout ça va engendrer la création d'un véritable tissu industriel sur tout le territoire. Et là, je suis avant 1850, parce qu'après, ça va profondément changer, et notamment dans les campagnes. On va avoir une industrie textile rurale qui va se développer à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1850. On va aussi avoir de l'industrie sidérurgique qui va se développer là où il y a du fer, des minerais de fer et du charbon, donc là où se trouvent les mines. Et là aussi, ça explique pourquoi est-ce qu'en Lorraine, on a eu tant d'usines sidérurgiques, parce qu'en Lorraine, il y avait à la fois des minerais de fer et du charbon, des mines de charbon. Évidemment, c'est plus compliqué de produire, par exemple en Anjou, d'une usine sidérurgique, parce que on n'a ni fer ni charbon. On a de l'ardoise, c'est très bien, mais ça ne permet pas de fabriquer de l'acier. Donc là aussi, les coûts de transport, ils vont déterminer les bassins industriels. Alors ce qui veut dire que, bien sûr, en Anjou, on va quand même consommer du charbon, parce qu'on va avoir quand même une industrialisation textile et autres. Mais du coup, le textile sera moins efficace, parce qu'il nécessitera d'importer du charbon parfois de loin, essentiellement par voie fluviale ou par voie maritime. Voilà, alors il faut mettre aussi en parallèle la question de la valeur des produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont difficilement s'exporter, ou plus difficilement s'exporter, comme le bois, par exemple. Tout à l'heure, je vous disais qu'en Angleterre, on manquait de bois. On aurait pu dire, on n'a qu'à exporter du bois. Oui, mais le bois, c'est pas très valorisable, ça n'a pas beaucoup de valeur, et c'est très coûteux à transporter. En fait, pour essayer de comprendre ce phénomène, il faut diviser la valeur du produit par les difficultés du coût de transport, c'est-à-dire par son poids. Et là, on s'aperçoit que quand on arrive à quelque chose qui vaut 10 euros le kilo, ou 1 euro le kilo, ou 10 centimes le kilo, le coût de transport ne va pas du tout compter de la même façon. Typiquement, le bois, combien ça vaut? Alors, je n'ai aucune idée, je n'ai jamais calculé le bois, on peut regarder tout à l'heure, on va s'amuser avec d'autres trucs, mais vous avez du bois qui vaut 10 centimes le kilo, vous n'allez pas le transporter très loin, en fait, ça ne sera pas très rentable de le transporter trop loin.
Par contre, un produit fini, un produit textile par exemple, vous voyez, un jean. Un jean, combien ça pèse? Franchement, j'en ai pas beaucoup d'idées. Je vais dire 500 grammes pour être. Voilà. À mon avis, ça pèse moins, mais peu importe. 500 grammes, ça vaut 40 euros. Eh bien, ça vaut 80 euros le kilo. Voilà. Donc, ça veut dire que si on doit le transporter et que par kilo, hein, on rajoute 2-3 euros, mettons 5 euros. Voilà, pour transporter un kilo, on n'a pas des transports très compliqués. Bon, on va passer de 40 à 42 euros et demi, 500 grammes, c'est la moitié. Hein, donc 40 euros va passer à 42,5 euros. Le coût de transport, il va être négligeable dans la valeur du jean. Tenez, je vais vous donner un autre exemple qui va vous étonner. Une voiture. Ça vaut combien le kilo? Alors, je sais que vous n'avez jamais pensé à calculer une voiture en kilos, mais une voiture aujourd'hui, c'est assez lourd, hein, ça pèse 1 tonne, 1000 kilos. Combien ça vaut? Bon, ça dépend quelle voiture. Mettons 20 000 euros. Ça pèse 20 000 euros divisé par 1000, ça fait 20 euros le kilo. Une voiture vaut moins cher qu'un jean au kilo. Je suis sûr que vous n'avez jamais pas réfléchi à ça. Un jean, hein, tout à l'heure on a vu 500 grammes, 40 euros, hein, ça veut dire 80 euros le kilo. Une voiture, ça vaut 4 fois moins que ça. C'est la raison pour laquelle vos jeans ils sont produits en Asie et vos voitures ils sont produits en Europe. Parce que si vous rajoutez 5 euros le kilo, ben, le jean, il va passer de 40 euros à 42,5, 42,50 euros, ça n'a pas changé grand chose. Mais la voiture, elle, hein, 5 euros le kilo, on a 1000 kilos, ça fait 5000 euros de plus pour la voiture d'une tonne. Et ben ça commence à peser. C'est la raison pour laquelle on a plein d'usines de fabrication de voitures sur tous les continents. C'est la raison pour laquelle, très souvent, quand on veut aller vendre des voitures en Chine, par exemple, on va les produire en Chine. Et quand on veut vendre des voitures en Europe occidentale, parfois c'est compliqué de les produire trop loin. En fait, la voiture, c'est ce qu'on appelle un pondéreux. Ça veut dire que un pondéreux, c'est un bien qui pèse lourd par rapport à sa valeur. Le charbon, c'est un pondéreux, le bois, c'est un pondéreux. Alors beaucoup plus que la voiture. Hein. La voiture, c'est un semi-pondéreux, on va dire. Voilà, 20 euros le kilo, voilà, c'est plus un pondéreux qu'un jean. Par ailleurs, la voiture, c'est creux aussi, hein, donc du coup, ça est encore plus encombrant par rapport à son poids. Et ça, c'est peu importe. Prenons un autre exemple. Prenons ce téléphone portable. Ce téléphone portable, comme tous les téléphones que vous avez chez vous, sans doute, il a été produit en Chine. Donc pas du tout sur le continent européen. Il a été produit très loin de là où il est consommé. Pourquoi? Il vaut combien ce téléphone? Il vaut, je sais pas, 500 euros un téléphone neuf. Un bon téléphone neuf. 500 euros, il pèse combien? 200 grammes. Allez, mettons 250. Ça veut dire que 500 euros x 4, 2000 euros le kilo. Et ouais, un téléphone portable, ça vaut 2000 euros le kilo. Et en plus, c'est compact. Donc c'est très facile à transporter, et plus facile à transporter qu'une voiture, a priori. On peut les empiler facilement, les boîtes de téléphone. Bon, 2000 euros de kilo. Ça veut dire que si c'est 5 euros le kilo, le coût de transport, on va passer à 2005. On a 4 téléphones avec ça, hein, donc on divise par 5, c'est 1 euro. Voilà. Et là, je vous parle d'un coût de transport élevé, 5 euros le kilo, c'est cher en fait. Bon, vous voyez bien, on s'en fiche de l'endroit où il est produit le smartphone. On peut doubler le prix coût du transport, on peut passer à 10 euros le kilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaudra 10 euros fois divisé par 2000. Enfin non, pardon, on a dit qu'il y avait 4 téléphones, 250 grammes. Donc ça veut dire, de 2,50 euros. Voilà. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on produit tous les téléphones portables dans une ou deux usines dans le monde. En tout cas au niveau de l'assemblage. Alors que les voitures, on les produit sur chaque continent. Bon, c'est important de comprendre ces mécanismes-là, hein, de l'économie. On ne peut pas faire abstraction des coûts de transport. On ne peut pas comprendre l'industrie si on ne comprend pas ces phénomènes-là. Souvenez-vous, c'est la raison pour laquelle vous avez parlé de ces phénomènes de polarisation industrielle en cours d'IAE.
Pourquoi polarisation industrielle? Parce qu'on a l'industrie qui se concentre dans certaines régions. Pourquoi elle se concentre dans certaines régions? Parce que les coûts de transport ont beaucoup baissé et que ça devient facile à produire, à vendre à 500, 1000, 3000 km. Mais tout dépend de ce qu'on produit. Si on produit des objets qui sont trop pondéreux, on va devoir les produire davantage sur place. Voilà, donc parfois les coûts de transport sont très importants quand on a affaire à des biens pondéreux. Parfois les coûts de transport sont totalement négligeables, comme pour les smartphones. Et dans ce cas-là, voilà, on va pouvoir les produire un peu où on veut. Ok, je regarde juste l'heure. Bon, il me reste encore 10 minutes. Je vais continuer. Alors voilà, en 10 minutes c'est parfait. Je vais terminer le cours sur les conséquences économiques et sociales. Je termine sur les frais de transport. Il y a d'autres frais, évidemment, qui sont déterminants dans l'expansion de la révolution industrielle. Enfin, les coûts de transport, ce sont les coûts de transport artisanaux, les coûts de transport artificiels, c'est-à-dire les droits de douane. Les pays, que font-ils? Ils mettent des droits de douane sur les importations. Ils l'ont déjà fait depuis les mercantilistes, depuis le XVIIe siècle. On a toujours fait ça, en fait. On a toujours contrôlé ces frontières économiques. Et donc, notamment, on met les droits de douane sur le textile importé. Pourquoi on fait ça? Pour rendre rentables nos industries nationales. Et donc, ainsi, on va compléter les coûts de transport naturels. Autre élément qui va, plutôt freiner la révolution industrielle, c'est que l'Angleterre va interdire l'exportation de toutes ces machines, notamment les machines à vapeur, jusqu'en 1843, quand elle va commencer à adopter une politique de libre-échange. Mais du coup, comme il n'y a pas d'exportation possible de machines à vapeur, les pays qui arrivent quand même à importer illégalement, bien sûr, des machines à vapeur, je vous l'ai dit, ils vont les démonter, ils vont regarder comment ça fonctionne, et hop, ils vont les produire eux-mêmes. Donc du coup, les machines-outils, au lieu d'être toutes produites en Angleterre, elles vont très vite être produites dans tous les pays qui vont rentrer dans la révolution industrielle. Voilà. Dernier élément du cours, donc, avant de la pause et avant la semaine prochaine, les conséquences économiques et sociales de la révolution industrielle. Alors déjà, premier élément, première chose qui est là aussi assez contre-intuitif, c'est que la croissance n'est pas si importante pendant la révolution industrielle, on va dire pendant les années 1750-1900. Voire 1945. En fait, pendant 2 siècles, la croissance économique sera de l'ordre de 1 à 2%. Entre 1740 et 1840 en Angleterre, mais ça va se poursuivre après. On va dire, une croissance de l'industrie de 2%, une croissance de la productivité agricole d'1%. En moyenne, ça fait une croissance d'1,5%, 2%. Et il va y avoir des périodes de crise, de récession. Alors, on ne les calcule pas parce qu'on n'a pas le PIB, on ne sait pas calculer le PIB, mais on sait qu'il y a des périodes de crise, de récession. Et donc, cette révolution industrielle, elle est un peu bizarre parce que du coup, quand on pense au taux de croissance de certains pays en voie de développement, qui ont connu des taux de croissance à 8-10%, on se dit, c'était comme ça aussi en Europe au XIXe siècle. Pas du tout. C'est une croissance comparable à celle qu'on a aujourd'hui, qu'on avait avant la crise 2008, c'est-à-dire 1 ou 2%. Mais ces croissances de 1 à 2%, en fait, c'est quand même déjà en soi une révolution. Pourquoi? Parce que avant la révolution industrielle, la croissance n'avait jamais excédé les 0,2% par an. Et que dans des périodes tout à fait particulière. Notamment au Moyen-Âge, on a eu une croissance économique dont on a déjà parlé aux alentours du XIIIe siècle. Passer de 0,2% à 2%, c'est multiplié par 10 la croissance. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en une génération, on va voir des transformations importantes de l'économie. Alors je vous donne quelques autres chiffres là que j'ai marqués dans un diapo. Entre la Rome antique et le XVIIe siècle, la croissance de la productivité agricole n'aurait été que de 30%, celle de l'industrie de 60%. Donc le taux moyen sur du long terme, du très long terme de croissance, c'était 0,02%, c'est-à-dire encore 10 fois moins que les périodes de forte croissance du Moyen-Âge. Donc vous voyez, alors on pourrait dire, si on multiplie par 10 entre la croissance moyenne et la croissance Moyen-Âge, on a déjà quelque chose ici. Alors il y a des gens qui disent d'ailleurs que au Moyen-Âge, on a commis une forme de mini-révolution industrielle. Bon, moi je ne suis pas tout à fait de ce point de vue-là, parce que voilà, on n'a pas vu les transformations durables en réalité. On a eu juste un pic de croissance, voilà. Mais tous les pays, toutes les sociétés ont connu parfois des moments où l'activité s'est beaucoup améliorée. Par contre, 2% sur un siècle, ou plus,
je crois que personne l'a connu en fait, avant l'Angleterre et avant la révolution industrielle. On a quand même un saut quantitatif important. Hein. Passer de 0,2% au mieux à 2%, c'est x10 quoi. Et passer d'une moyenne de 0,02% à 2%, c'est x100. Hein, donc là, ça joue. En gros, 2% de croissance économique, c'est un monde dans lequel moi, personnellement, à l'échelle individuelle, je n'ai pas l'impression de vraiment améliorer mon niveau de vie moyen. Voilà, parce que 2% de plus d'argent l'année prochaine, finalement, c'est pas grand-chose, ça ne change pas grand-chose dans votre vie. Par contre, sur une génération, sur 30 ans, sur 40 ans, là, on commence à percevoir des effets importants. Donc la richesse, elle ne va pas se mesurer à l'échelle individuelle, elle va se mesurer à l'échelle d'une génération. Ce qui veut dire que les gens ne vont pas forcément se rendre compte en fait, de l'accroissement de la richesse. Par ailleurs, il faut voir aussi que cette richesse ne va pas être homogène. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'appauvrir. Alors justement, l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, va progresser à partir de la fin du XVIIIe siècle. Enfin, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va voir quand même que le prix du pain, le prix alimentaire vont baisser. Donc en 1860-1880, on considère qu'un kilo de pain coûte 1 heure de travail ouvrier contre 4 heures au début du XVIIIe siècle. Donc là, l'ouvrier, il peut acheter 4 fois plus de pain. Donc voilà, le niveau du ouvrier, à la fin du XIXe siècle, a commencé à augmenter. Ce qui va le plus, bien sûr, se transformer, c'est l'industrie, pas l'agriculture, l'industrie, notamment l'industrie du fer. Mais ça, les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte, parce qu'on parle ici de biens industriels, pas de biens de consommation. Ce qui compte pour les gens à l'époque, c'est les bâtiments où ils vivent, c'est le textile, et c'est la nourriture. Et en fait, la nourriture va être quand même le bien le plus important jusqu'au milieu du XIXe siècle, pour beaucoup de gens. Il y a encore des famines et des disettes, des gens qui ne mangent pas à leur faim au milieu du XIXe siècle en Europe. Donc c'est ça qui va être la priorité de l'amélioration du niveau de vie, ça va se compter plutôt dans l'agriculture. Mais au niveau de la société, le fait que la consommation de fer par habitant va être multipliée par 50 entre 1700, on va dire 1750 et 1850, ça va se voir parce qu'on va voir les chemins de fer qui vont apparaître, on va voir tout un ensemble d'autres outils, d'autres choses qui vont apparaître. Malgré tout ça, malgré cette croissance économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes inégalités et globalement, le niveau de vie de la majorité de la population, notamment bien sûr des plus pauvres, ne va pas beaucoup augmenter, il va même régresser pendant la première phase de la révolution industrielle. Alors, je vous montre quelques chiffres là aussi. Une manière d'appréhender le capitalisme industriel, c'est de regarder la population salariée dans une économie. Pourquoi ? Parce que dans une économie traditionnelle, il y a en fait très peu de salariés. La plupart des gens, ils sont des agriculteurs, exploitants ou des artisans autonomes. Ils produisent pour eux-mêmes. Les ouvriers vont apparaître avec le développement du salariat. C'est-à-dire que je ne produis plus pour moi-même, avec mon propre capital, je me fais embaucher par quelqu'un qui possède le capital. C'est ça, en fait, la dynamique de l'industrialisation du capitalisme. La population, donc, salariée va passer de 20 à 25% dans l'économie traditionnelle à 60% au milieu du 19e siècle. C'est là qu'on va voir donc, cette population salariée qui va devenir majoritaire. Les salaires, pendant cette période-là, ne vont pas beaucoup progresser. Voire même, ils vont régresser entre 1750 et 1810. Donc, on comprend bien que les gens ne vont pas devenir salariés parce qu'ils trouvent ça génial le salariat. Ils vont devenir salariés parce qu'ils n'auront pas le choix, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. La pauvreté va être telle qu'ils vont devoir se salarier pour trouver de quoi manger. Les salaires réels vont commencer par baisser et ils ne vont vraiment augmenter qu'après 1810-1820 et retrouver leur niveau de la fin du Moyen-Âge qu'en 1850. Souvenez-vous, c'est le petit graphique qu'on a vu sur l'évolution. Alors, ce n'est pas du salaire ici, c'est du revenu, où on va voir que le revenu moyen va en fait retrouver le niveau d'après la peste noire à partir du milieu du 19e siècle en Angleterre. Les conditions de travail aussi vont être extrêmement dures. Les journées de travail, c'est 12 heures, 14 heures.
la durée annuelle du travail double par rapport à l'ère pré-industrielle. On va beaucoup plus travailler pour beaucoup moins cher, en fait, pendant la révolution industrielle qu'auparavant. Et on va en plus étendre la population salariale, puisqu'on va mettre dans les usines non seulement les hommes, mais aussi bien sûr les femmes et les enfants. Et les enfants très tôt. Les conditions de travail dans les usines vont être effroyables. On n'hésitera pas à sanctionner tout comportement, parfois avec des châtiments corporels. Tout cela va entraîner donc cette dégradation du niveau de vie, va entraîner une surmortalité dans les zones urbaines par rapport à ce qu'elle est dans les zones rurales. Donc vraiment les 60 premières années de la révolution industrielle anglaise, donc entre 1750 et 1810, c'est une dégradation continue des conditions de travail. Je vous lis, je voulais terminer avec ça, voilà, il est 15h20, je termine avec ça, je vous lis l'extrait d'un règlement d'une usine textile. C'est pour ça que c'est la raison que j'ai apporté ce livre. Donc page 622. Alors voilà, l'article 1er du règlement d'une usine textile en 1851. Donc là, on est déjà après la phase la plus noire, pourtant. L'article 1er stipulait que tous les contremaîtres seront les premiers et les derniers présents dans l'entreprise. Le dernier article précisait que les contremaîtres étaient strictement tenus d'appliquer les 21 règles exposées plus haut, et qu'ils seraient directement responsables envers les propriétaires de l'obéissance des ouvriers à ces règles. Contremaîtres, c'est les chefs des ouvriers en quelque sorte. Pratiquement, des amendes sont prévues à toute dérogation à ces règles. En voici des exemples, et afin de fixer un ordre de grandeur, relevons que le salaire horaire d'un ouvrier non qualifié à l'époque était de l'ordre de 2 pennies. Donc voilà, les amendes. 2 pennies pour toute personne absente de son lieu de travail ou parlant avec une autre personne. 2 pennies par tranche de 5 minutes de retard. 3 pennies pour chaque juron ou parole indécente, et en cas de récidive, le renvoi. Renvoi également pour le cas d'un ouvrier en train de fumer. Et l'avant-dernier article précisait que toute personne qui endommagerait le feuillet contenant le règlement serait renvoyée. Les dégâts ou gaspillages par négligence devront être remboursés 2 pennies pour chaque cas d'huile gaspillée ou répandue par terre en sus de coût de l'huile. 2 pennies pour chaque déchet jeté à terre. Ce règlement, qui dans les grandes lignes est semblable à d'autres, comprenait également des règles morales et d'hygiène. Si 2 personnes sont trouvées ensemble dans les toilettes, amende de 2 pennies par personne. Mais si un homme ou un garçon se rend dans les toilettes des femmes, son renvoi était immédiat. Oui, voilà, c'est ça. Et on est en 1851. C'est ça le règlement d'une usine, avec des journées de travail de 10-12 heures. Parfois plus, pardon, ça allait jusqu'à 14 heures. Bon, ben voilà, c'est sur ce règlement qui, on en conviendra, est bien plus strict qu'à l'université, et même les règles qu'on nous met sur le confinement, que nous terminerons ce cours. Et nous continuerons la semaine prochaine sur ces questions sociales, et essayer de comprendre pourquoi le niveau de vie des ouvriers n'a pas augmenté pendant cette période-là, parce que ça aussi c'est une question importante. Voilà, j'espère que ce cours était clair. Il est 15h23 et je vous propose d'arrêter là. Merci et à la semaine prochaine.